Le podcast qui se disait disponible toutes les 2 semaines, mais qui en réalité devient un podcast mensuel est de retour. Bonjour à la team, bonjour à Ketchup, bonjour à Mick. Comment est-ce que ça va? Ça va. Voilà, ça va, toujours la forme. On fait aller. On est bloqué, mais c'est pas grave. C'est pas grave, effectivement. On a quand même tout de même un petit, enfin, contrairement à d'autres épisodes, hein, on est là pendant 2h30, un petit programme avec quand même des films qui nous avaient beaucoup plu et dont on voulait absolument revenir. Ce sont The Fabelmans, Empire of Lights, Good Door, ou encore The Son de Florian Zeller. À côté, je vous parlerai tout seul dans mon coin, mais avec vous, hein, toujours, de La Femme de Tchaïkovski ou encore de À la Belle Étoile. Voilà. Donc peut-être que vous l'avez pas vu, bah, ce sera l'occasion d'en parler un petit peu. En attendant, bah, je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire. Voilà. Vu qu'on fait plus vraiment de news, je pense qu'on C'est va le meilleur continuer. machin pour entamer les choses comme ça, c'est bon, il n'y a pas besoin d'ajouter. Ah oui, voilà. Je fais les meilleures amorces. C'est bon. Merci. C'était marqué sur mon bac, ça. Bref, allez. On arrête les chichis et on commence avec le film que vous êtes évidemment tous allés voir parce que vous êtes tous des gens bien, qui se nomme sobrement The Fabelmans. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you! I'm your mother! Family, art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part? Vous connaissez tous Steven Spielberg, et si plus de le connaître vous le respectez, The Fabelmans avec ses retours dithyrambiques, ses différentes récompenses au fantastique bouche à oreille, vous avez attendu de le voir en salle où il vient de débarquer. Loin des blockbusters qui ont pu faire sa renommée, le réalisateur nous conte l'histoire de de Sammy Fabelman, comme le titre ne l'indiquait pas du tout, tombant amoureux du cinéma après avoir accompagné ses parents à une séance de The Greatest Show on Earth. Armé de sa caméra, il va grandir avec ce rêve et sa famille loin des normes pour peut-être devenir l'homme que l'on connaît tous. Qui veut commencer sur le film? Bon bah Ketchup, vu que t'es là que pour pour les deux premiers films, peut-être que tu veux. Vas-y, allez, commence. Pour Fabelman, après, ça va faire comme d'habitude. Mick Taylor, il va parler. Vaut mieux que je commence. Après, Mick Taylor, je sens qu'il va en dire beaucoup, tu vois. Donc, vaut mieux que je dise 2-3 phrases. Et... Ouais. The Fabelmans, attends, je veux savoir votre avis. Vous avez aimé, hein? Enfin, Bah, on a tous aimé ici autour de la je sais table. pas. Donc écoute, et à part ce que t'appelles Analgénocide, je crois que tout le monde sur Terre a aimé ce film, mais vas-y. Non, il y a Takeshi aussi qui a pas aimé. Les personnes qui n'ont pas sens critique ne doivent pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Bref, enchaînons. Il y a que les aigris. En fait, il y a que les aigris de sens critique. Pas aimé. Ouais, bref, Ketchup, vas-y. Du coup, le film de Steven Spielberg, c'est un film. Moi, je dirais que c'est un biopic, enfin, c'est un film biographique et en fait, en y réfléchissant, c'est un type de film qu'on voit pas souvent au cinéma, tu vois. Genre, le seul exemple, du coup, en y réfléchissant d'un cinéaste qui parle de sa vie où c'est très intime, c'était récemment, où on a parlé en décembre, c'était Armageddon Time de James Gray. Bon, après, il y en a d'autres qui font pas enfance. d'autobiographie, mais disons des films assez personnels, hein. C'est pas non plus nouveau. Ouais. Mais je pense que celui de Spielberg, il est encore plus, tu vois, il est encore plus personnel. Voilà. Mais j'en avais parlé sur Sens Critique, un autre éclaireur où il disait que on peut le considérer comme vraiment la conclusion de la carrière de Spielberg, où vraiment il repart des origines. Je trouve que c'est vraiment à la quintessence, tu vois, l'essentiel du cinéma de Spielberg, on le retrouve dans ce film. Et donc le film il parle de son, faut pas que je dise c'est le film sur la vie de Spielberg alors que le personnage s'appelle Sammy Fabelman. Enfin, c'est sa vie fantasmée en fait. Ouais. Mais du coup dans deux ans. Plus que fantasmé quand même. Enfin, pour avoir lu il se réfère quand même à beaucoup de choses vraiment concrètes de son
passé, quoi. Mais après, il rend le film romanesque, évidemment. Et notamment le divorce de ses Ouais. parents qui sont plus ou moins, enfin pas vraiment les personnages principaux, mais en tout cas presque. Hein. Enfin en tout cas, je trouve qu'ils ont Les autant de éléments, présence en que. fait, dont on se souvient dans le film, en fait, tout ce qui concourt à faire du film un film marquant, en fait, c'est vraiment des choses qui sont basées sur... En fait, j'ai pas lu d'interview de Spielberg lui-même, mais de ses collaborateurs sur le film, et vraiment, il y a plein de scènes marquantes du film qui sont vraiment inspirées de ses souvenirs. Il essaie de retranscrire de la meilleure manière possible. Ouais, Notamment une avec David Lynch. Connaissez-vous David Lynch? avec John. Oui, Ouais. Ça c'est vraiment ce qui a lancé définitivement, pas sa vocation, parce que la vocation il l'avait déjà avant, mais c'est ce qui l'a un peu rassuré, en fait. C'était presque comme un leg d'un grand maître pour lui dire maintenant, voilà, c'est à toi de jouer, quoi. Et le film se termine sur Ouais. Sur un entretien. Ouais, non, mais la fin du film, t'as l'impression que ça lance toute la carrière qu'on connaît tous de Spielberg avec Duel, les temps de la vie. En fait, tu parlais de biopic, mais c'est pas un biopic, en fait, c'est vraiment un film personnel, mais qui repart de son enfance, qui tente de trouver les clés, en fait, de sa vocation et du même coup, pour les fans de Spielberg particulièrement, en fait, ça permet d'avoir plein d'indicateurs sur des éléments de tous ces films, en fait, de toute sa filmo. Ouais, ça rapproche. C'est-à-dire que toute sa filmo semble être contenue, en fait, c'est plutôt toute son enfance qui est contenue dans sa filmo. En fait, il y a toujours des références, des choses, et quand on voit ce film, on se rend vraiment compte à quel point sa filmo, c'est peut-être l'une des filmos les plus personnelles, en fait, dans le cinéma grand public hollywoodien. Il y a aucun autre cinéaste qui me vient à l'esprit, en fait, qui réussit à être à ce point cohérent, en fait, avec lui-même, dans des genres très différents, et en étant la plupart du temps dans de l'entertainment, en fait. Ouais. Mais du coup, tu vois, ce qui m'a surpris aussi dans le film, c'est que le thème de la famille, de l'enfance, adolescence, tu vois, on l'a déjà vu dans plein de films de Spielberg, dans E.T., dans Hook, dans Jurassic Park. La guerre des mondes. Et là, j'avais peur que ça refasse une redite, mais le 2h30, ça parle de sa famille tout le long de sa vie, mais tu les vois pas passer, c'est fluide, c'est... Ça, c'est le talent de storyteller de Spielberg. Mais je trouve qu'il arrive à se renouveler, alors que c'est un truc qu'on a déjà vu pourtant, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses dans le film, en fait, si tu sors les scènes du contexte, tu pourrais te dire que c'est banal, hein, que tu as déjà vu en effet les scènes de lycée, on pourrait avoir l'impression qu'on les a déjà vues ailleurs, mais la façon dont c'est intégré dans le film, lui, il raconte ça par rapport à son histoire personnelle, en fait, ça en fait quelque chose de vraiment... avec le petit supplément d'âme, en fait, qui fait la différence ici. En fait, c'est vraiment, on a l'impression que toute sa filmographie tendait vers ce film-là. En fait, c'est pour ça, je pense que la presse, en fait, est aussi unanime. C'est qu'il y a vraiment un truc. On se demande même pourquoi il a attendu aussi longtemps, en fait, pour faire ce film. On se dit, il a vraiment été patient, quoi, en fait, et on se dit, voilà, c'est le film qu'on attendait de la part de Spielberg. En fait, il ne pouvait pas se louper sur un film comme ça. Et en fait, on se demande presque comment il va pouvoir, après ce film-là, repartir sur sa lancée, en fait, parce que c'est vraiment... on a l'impression, voilà, il a bouclé la boucle avec ce film, quoi. En fait, il a mis tout ce qu'il avait à y mettre, tout ce qu'il y avait dans ses films jusqu'à maintenant. Et c'est voilà, le film qui réunit tous les films de Spielberg. Et à une échelle intime. Donc si on adore Spielberg, en fait, on ne peut être que bouleversé par un film aussi qui se livre de cette manière, en fait, au spectateur, quoi. Et c'est pour ça que le film ne marche pas au box-office, malheureusement. Ça, c'est bien connu, hein, les bons films récents ne marchent pas. C'est connu. Ouais. Je peux t'enchaîner. Il y a beaucoup de choses à dire sur le film, mais bon, là, c'est difficile de savoir. Oui, déjà, on n'a pas envie de tout raconter, c'est difficile de rajouter quelque chose. Il y a tellement de choses qui ont déjà été dites, en fait, on a l'impression d'arriver déjà un petit peu après la bataille, mais c'est un film vraiment qui coupe de source, en fait, c'est la meilleure chose qu'on puisse dire pour donner envie aux gens d'aller le voir, quoi. Peu importe qu'on ait les références, toutes les références, en fait, c'est vraiment quelque chose qui parle à tout le monde, qui est à la fois personnel et universel, et qui a un torrent d'émotions, en fait, tout le temps. Et on se pose jamais de questions en le regardant, en fait, c'est juste un film populaire dans le sens le plus noble du terme, mais ça passe plus par le spectaculaire, mais en même temps, on a quand même l'impression d'un film ample, comme il y en avait avant, quoi, d'un grand film hollywoodien, mais à échelle intime. Mais avec toute la maîtrise acquise par Spielberg au fil de toute sa filmographie. Donc en fait, c'est un film qui ne pouvait faire que maintenant. On ne pouvait pas faire ce film-là trop vite. En fait, il fallait qu'il attende, qu'il ait cette patience, en fait, pour faire ce film de cette manière aujourd'hui.
En effet, c'est vraiment qui est évident dans le film et qui est profondément attachant en fait. En plus de toujours réussir à savoir cibler notamment les plus jeunes, notamment les enfants. Je crois que le film est conseillé dans certains cinémas à partir de 10 ans, et c'est vraiment, je pense, le bon âge pour voir le film. À la fois, t'as ce regard un petit peu, ouais, un petit peu rêveur sur ce qui se passe, en même temps, comme tu l'as dit, c'est tellement fluide, c'est tellement bien mis en scène, t'as l'impression, enfin, je suis désolé, mais pour moi, c'est presque un blockbuster, dans le sens où on va avoir du divertissement, on va avoir des images très fortes, et même si, bon, le divertissement, pour moi, c'est peut-être pas forcément un mot que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quand même ce qu'on a avec The Fabelmans, sans pour autant avoir, comme avec Ant-Man, du boom boom. Voilà. D'ailleurs, oui, non, ne parlons pas d'Ant-Man. On va éviter. Sinon, bah après, je peux peut-être enchaîner un petit peu parce que j'avais peut-être 2-3 trucs à dire, un peu en plus. En fait, moi, à la limite, si j'avais un gros grief à donner vis-à-vis du film, c'est que bah, tu te parlais tout à l'heure d'avant toutes les séquences qui se passent au lycée. Et en fait, cette séquence, je la trouve très sympa. C'est ça, il y a pas autre chose à dire, hein, comme le film. J'ai beaucoup aimé le film. Même si j'ai un peu peur qu'il ne me reste pas autant en tête que, par exemple, un Babylone ou un Tar. Donc, si on parle juste de films hollywoodiens dont on a parlé récemment. Mais il y a peut-être un truc, moi, que je trouvais dommage avec ce film. Et peut-être c'est aussi la raison pour laquelle je vais moins m'en souvenir. C'est que je trouve qu'il ne traite pas assez en profondeur ces thématiques. À part celle liée à la famille, là, par exemple. Plus que de parler de juste la vie au lycée ou quoi, le film va vraiment parler d'antisémitisme. Voilà, merci. Bah voilà, et je trouve que c'est intéressant, mais c'est un petit peu, à la fois c'est vraiment les clichés, mais ça à la limite je m'en fous, hein. Le but d'un cliché c'est d'être un lieu commun et d'être une base quoi. Mais je trouve qu'il va jamais un peu au-delà, à la limite il va ensuite vers des contrées un peu plus lointaines et obscures, comme avec ce personnage que j'appellerais une fanatique voilà, je vais m'arrêter là. Une fanatique, voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir dessus. Mais... Mais Non mais après la scène il est rempli de, je trouve, il est rempli de scènes comiques, tu vois. Enfin, vraiment la scène la plus drôle je trouve c'est celle avec la fanatique où il est dans sa chambre, voilà. Dans la chambre, oui. Ouais, et non mais en plus, enfin voilà, mais surtout qu'en plus, si on veut juste pas l'humour, il sait très bien doser l'humour sur la durée, parce que c'est une scène qui est en plusieurs temps, et en même temps après, ce personnage va revenir dans un registre un peu plus dramatique. Mais pas forcément juste pour enfin en tout cas, mais je trouve de manière assez forte, assez humble. Après ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est que tous les personnages vont lui apporter quelque chose, vont lui donner des conseils sur la vie ou sur sa passion du cinéma, tu vois. Et même la fanatique, je sais plus je me rappelle plus, mais enfin tu sais, vers la fin elle lui donne un conseil genre t'es dans l'avion souffre ou un truc comme ça, tu vois. Mais non mais après voilà, encore une fois j'ai vraiment beaucoup aimé le film, mais je trouve ça dommage qu'il reste vraiment qu'au balbutiement de ce qu'il y avait à dire. C'est pareil notamment sur ne serait-ce que la question alors après à la limite ça c'est peut-être plus poétique qu'autre chose, mais l'idée quand même que sa mère surtout soit assez excentrique. Je trouve que c'est pas forcément assez bien traité, même juste tout simplement la relation secrète qu'il peut avoir. Mais sa mère, tu vois, sa mère on dirait que enfin, ça parle de malade, enfin, on dirait qu'elle est malade un peu, sa mère, tu vois. Ouais, pareil, tu vois, elle est montrée comme un peu dépressive, enfin. Ouais, c'est ça. Je sens qu'elle s'épanouit pas en fait dans son rôle de mère au foyer, et voilà, cette relation secrète dont on va pas parler ici, on voit en fait que ça a été vraiment une grosse source de traumatisme dans la vie du jeune Spielberg, en fait, et qu'il y a eu beaucoup de rancune, de ressentiment à un moment, mais que il lui a pardonné évidemment, et le film est là justement pour un peu réparer les choses et dire à ses parents, même ils sont partis maintenant en fait, ses parents, je pense que c'est peut-être pour ça, qu'il a attendu le moment que ses parents ne soient plus de ce monde en fait pour justement être un petit peu apaisé par rapport à tout ça, et pouvoir leur rendre hommage et de manière apaisée. Donc en fait la mère, on sent que le film c'est une lettre d'amour en fait à ses parents, à ses deux parents, même avec leurs défauts, mais elle est montrée comme oui fragile, mais du coup on voit que tout est pardonné en fait, que maintenant avec son recul, le recul permis aujourd'hui par l'âge, il peut se retourner sur ce passé, comprendre mieux les choses, et voilà, et je trouve que le film justement à ce niveau-là est vraiment très beau, parce que c'est très il y a beaucoup de compassion en fait derrière, c'est vraiment une invitation au pardon en fait. Et pareil, ce thème-là il est présent dans beaucoup de films de Spielberg en fait, notamment dans E.T., enfin même des films qui c'était pas propice à ça a priori, en fait il a toujours abordé ce type de thématique, la famille, la guerre des mondes notamment. Voilà, vraiment, ça résonne particulièrement en fait ici, parce que c'est beaucoup plus concret en fait que dans a priori que dans des films comme E.T.
Et en fait, c'est là qu'on voit à quel point la filmo de Spielberg est cohérente et on comprend en fait, toutes ces thématiques dans sa filmo, justement par rapport à ça. En fait. Et je trouve que oui, le rôle des parents dans le film est magnifique. Je trouve que Michelle Williams c'est incroyable. Le fait de l'avoir dirigé comme ça, d'avoir pris cette actrice qui a déjà naturellement cette image très empathique, très douce, en fait, très mère maternelle, quoi. Et du coup, on sent que c'est vraiment un moyen pour lui de dire à sa mère qu'il l'aime, quoi, voilà, et que c'est pas grave, en fait, qu'elle avait le droit de faire ce qu'elle a fait, même si ça a entraîné des drames pour la famille. Voilà, elle avait le droit en fait. Et je trouve que le film est très beau à ce niveau-là. Ouais, et d'ailleurs, je pense aussi vis-à-vis de tout ce qui se passe avec la mère, que je pense que le meilleur personnage, ça reste celui de Paul Dano. Parce qu'il est tout en nuance, mais en même temps, il est vraiment d'une gentillesse, d'une candeur, d'une empathie, moi, qui m'a vraiment bouleversé. Il y a une scène à la fin. Pendant le film, il y a vraiment une. C'est vrai que, comme tu dis, il y a beaucoup d'empathie dès le début, mais en même temps, voilà, il passe quand même une grosse partie du film à dire au jeune Spielberg que c'est une lubie, au fait, quoi, sa passion pour le cinéma, et que ça lui passera, et qu'il y a quand même plus important dans la vie. Et en fait, vraiment tout le film va consister en le fait de voir son fils, justement, qui vraiment vit des choses dans son coin, et d'être amené à comprendre vraiment ce qui est plus qu'une simple lubie, ce qui est vraiment une vocation pure, et qui va l'amener à valider un petit peu la vocation de son fils. Donc je trouve que vraiment, en effet, ce personnage est... Paul Dano, c'est vraiment un acteur étonnant parce que il peut avoir tendance à cabotiner dans certains films, mais là, vraiment, je le trouve d'une justesse. C'est vrai qu'on va beaucoup parler de la prestation de Michelle Williams. Je ne crois même pas que Paul Dano se donne aux Oscars, d'ailleurs, pour le film. Et je trouve que, franchement, il est indispensable, au fait, dans le film. Et c'est la dernière scène entre Paul Dano et... ouais, celle avec les journaux. L'avant-dernière scène, je trouve que c'est peut-être l'une des meilleures scènes du film, en fait. Et oui, il faut reconnaître l'apport de tous les acteurs, en fait, même ceux qu'on voit pas beaucoup. Genre l'oncle excentrique qui arrive à un moment aussi. Après voilà, moi c'est aussi un peu ça, je pense, que cristallise ce personnage, c'est que certes du coup il réussit comme un petit peu à déjouer les clichés parce que il est un peu montré, voilà, comme il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui est ici c'est le scientifique contre l'artiste, et lui du coup voilà, qui est, comme tu l'as dit, un peu plus dans quelque chose de beaucoup plus concret. Il va beaucoup plus aller chercher, demander à son fils d'avoir plus ou moins un parcours un peu plus normal, un peu moins singulier, mais en même temps il reste très ouvert, il est vraiment c'est ça, d'une gentillesse, d'une compréhension, moi, qui m'a bouleversé. Et ça, c'était pas assez attendu, mais encore une fois, je trouve que ça se limite trop aux thématiques autour de la famille et pas aux divers autres qui laissent un peu en suspens. Et je trouve aussi que ça se résume trop à une ou deux scènes, notamment tu parlais tout à l'heure de la dépression de Michelle Williams. Il y a une scène, c'est celle, alors sans spoiler, et ça va paraître un peu bizarre pour ceux qui l'ont pas vu, mais de la gorge, j'espère, plutôt du cou, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, où t'as un plan sur un cou, et on voit quelque chose, et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, le film il prend une tournure, et en fait, pas trop. Voilà. Tu parles de quelle scène? J'ai pas compris. Bon, au pire, ça sera bipé, mais la scène où voilà, il est... En plus de dire un truc quand même sur l'image, en tout cas sur ce que l'on retient d'une image et tout, mais après voilà, tu vois, en fait le film est, je trouve, plus théorique que pratique dans son ensemble, mais pour autant, là j'en ai un peu parlé un peu de manière négative, mais en vrai le film m'a vraiment touché, m'a beaucoup bouleversé. Surtout que en vrai c'est terrible, mais il y a une personne qui était proche de moi qui est décédée, je l'ai appris juste avant ma séance, donc j'étais en mode yes, mais surtout oui voilà, mais surtout ah mais non, mais moi je ne pleure jamais quand le film s'appelle pas Aftersun ou qu'il n'y a pas Virginie Efira, je ne pleure pas, monsieur. Non mais voilà, et surtout moi ce que j'aime beaucoup avec ce film, et ça peut-être mon dernier point, parce qu'en fait vous avez tout dit, et globalement parler de mise en scène, parler de musique, donc non, en vrai la musique, un peu comme le prochain qui arrive, je trouve qu'elle est peut-être un poil décevante, ou du moins un poil redondante, pas assez présente. En fait elle est discrète. Ouais, mais trop discrète, tu vois, mais je trouve que la médiation de John Williams c'est vraiment très belle dans ce film. Oui non mais je dis pas le contraire, mais juste tu vois, contrairement à genre par exemple celle de Babylone, il y a pas un ou deux morceaux qui sont vraiment détonnants, pas forcément parce qu'elles sont bruyantes, mais juste qui ont vraiment quelque chose pour elles, tu vois. Ça évite d'être trop envahissant en fait. Ah mais je vois pas dans... Mais genre tu vois par exemple Aftersun, il y a une musique d'Aftersun qui s'appelle du coup One We Fought,
que j'écoute encore beaucoup parce qu'elle m'a vraiment marqué. Mais tout le reste de la BO est très bonne, hein, mais c'est juste, tu vois, je trouve que c'est ça qui manque quand on voit le film. C'est vraiment d'un point culminant pour là, la thématique, là, c'est peut-être un petit peu pour du coup la mise en scène, En fait, tout était trop sur un. En fait, j'ai pas envie de dire que tout est trop lisse, mais du moins, je pense que ça manquait peut-être d'un petit peu de dénivelé par le haut. Même si, bon, c'est un peu un caprice de riche, hein, vu le caviar qu'on nous offre actuellement. Et qui se voit d'autant plus parce que ce sera peut-être mon dernier mot. Au-delà de la subtilité de l'écriture, pour ces personnages surtout, moi ce que j'ai beaucoup aimé vis-à-vis de Spielberg, c'est vraiment que c'est un hymne à l'art en fait. C'est-à-dire là on a parlé de cinéma et tout, mais en fait c'est plus à l'art, disons qu'à la création. La création comme juste en fait moyen, à la fois moyen d'expression et en même temps moyen d'émancipation individuelle vis-à-vis de ce qui peut nous arriver en tant que personne, en tant que, oui, tout simplement là, avec des drames familiaux, ou juste comme manière de se former quelque chose, notre caractère, etc. Moi vraiment, c'est ça qui m'a beaucoup touché, et je trouve j'espère. C'est pour ça que je pense que le film est vraiment à voir pour les plus jeunes. C'est que tout simplement, surtout en plus avec la première scène. Du coup, je disais tout à l'heure, le gamin il va voir The Greatest Show on Earth. Et il y a une scène, du coup il nous montre un passage assez violent, quoi, surtout pour l'époque. Et tu vois vraiment le gamin totalement hypnotisé et les parents dans la voiture qui savent plus quoi faire, ils sont en mode non mais je t'avais dit qu'il fallait pas lui emmener voir ça, c'est violent, voilà. Donc, en plus ça donne une bonne morale, chers parents, vous qui nous écoutez, montrez des films violents à vos gosses. La semaine prochaine il y a Scream qui sort, vous savez très bien ce qu'il faut faire, voilà. Non mais voilà. Non, mais c'est pas violent en fait, le film qu'il regarde, c'est très spectaculaire en fait. Et puis comme il n'est jamais le cinéma, il voit ça, il est complètement sidéré en fait. En soi à 6 ans genre d'image, parce que moi après t'as raison, c'est pas violent, mais même si les réactions qu'il y a à côté, tu vois, elles laissent quand même présager ça. Mais en fait quand t'as 6 ans, quand t'as jamais vu de film, c'est sûr que c'est impressionnant, ça peut l'être d'une manière un peu négative, mais là comme tu l'as dit, en fait c'est impressionnant, mais il garde le positif, ou du moins il garde vraiment la sensation d'émerveillement. Et voilà, bon, là je me suis dit ok c'est bon champion, continue, je te suis. Et comme tu l'as dit, Ketchup c'est très bien rythmé, ça dure 2h30, et on sent pas du tout le temps passer, quoi. Donc bon, moi, je ne peux que conseiller Fabelmans parce que vous l'avez pas déjà vu, et si vous l'avez vu sur votre téléphone portable parce que vous aviez la flemme d'attendre le 22 février, franchement, mais allez vous faire foutre pour commencer. C'est ça, vous avez pas de race. Hein. Oui, non seulement on n'a pas de race, mais du coup, allez le revoir, emmenez les plus jeunes, mais vraiment, je le répète, emmenez les plus jeunes, c'est un film qui est vraiment à voir en famille, je pense. Mais vraiment en famille, pour le coup, c'est ça moi ce que j'attends d'un film familial. C'est un film qui puisse toucher tout le monde et qui puisse en même temps créer de la discussion, créer des attentes et créer une pensée qui soit à la fois uniforme et en même temps différente chez chacun, mais que chacun puisse se l'approprier. Et donc du coup, voilà, allez voir The Fabelmans. Je sais pas si quelqu'un a d'autres trucs à dire sur le dernier Spielberg. Non, écoute, t'as très bien conclu, et puis de toute façon, c'est un peu comme si on pissait dans un violon, parce que de toute façon, il est déjà en salle depuis 2 semaines, et bon voilà, de toute façon, malgré le fait que tout le monde dise que c'est génial, ça marche pas vraiment, donc quel dommage. En effet, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui l'ont pas encore vu, oui, on ne peut que le conseiller, comme tout le monde. Ouais, voilà, mais écoutez, écoutez, cher droit, parce que du coup, je vais essayer, dernier espoir, je vais essayer de donner envie à une classe de population duquel j'ai des doutes. Écoutez, cher retardé, si un film a réussi à presque me faire tomber amoureux d'une fanatique de Jésus-Christ, je suis persuadé que le monde entier peut aimer ce film, donc allez le voir s'il vous plaît. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que c'était une très bonne conclusion pour The Fabelmans, c'est tellement sale. Pourquoi tu ruines ta conclusion là? Je sais pas, j'aime beaucoup ça, ruiner mes conclusions. Mais les profs ou pas que le disent souvent. Bref, on va continuer et on reste toujours dans l'univers du cinéma, parce qu'on parle toujours de cinéma et non de séries, ou encore de téléfilms, quoique, parfois. Bref, avec un autre film d'un grand réalisateur qui, comme d'habitude, quand un grand réalisateur fait un film de ces dernières années, bide, et qui est encore sur l'univers du cinéma, comme je viens de le dire, et qui se nomme Empire of Light. That little beam of light is escape.
3 ans après 1917, Sam Mendes est de retour avec un film beaucoup moins âpre et rude, une romance intimiste dans les années 80 sur fond d'amour pour la magie du cinéma. On y suit Hillary, portée par Olivia Colman, responsable d'un cinéma d'une ville balnéaire tentant autant de préserver son lieu de travail que sa santé mentale vacillante. Elle y rencontre alors Stephen, nouvel employé visant à quitter ce lieu mais qui va se rapprocher de notre protagoniste, se soignant mutuellement leurs plus profondes blessures. Du coup, Empire of Light, comme je l'ai... déjà, je vais commencer par un premier point, c'est que j'ai beaucoup aimé le film. C'est important parce qu'ensuite quand on dit des points négatifs, voilà, on peut penser que je n'ai pas aimé, mais non, j'ai aimé Empire of Light, pas autant que le Spielberg, mais j'ai vraiment aimé. Quand je voyais les retours américains qui étaient vraiment ultra mitigés, je me dis que bon, c'est quand même un peu du foutage de gueule, les critiques américaines, comme d'habitude. Et vraiment, je vous encourage à voir Empire of Light. Surtout que j'étais pas vraiment tombé amoureux de 1917, même je dirais même que c'est pas un film que j'aime beaucoup, que je trouve un peu... disons, je trouve qu'il a été un peu encensé pour pas grand chose. C'est un film qui est pas mal, mais qui est un peu ruiné par son dispositif, je trouve. Et puis surtout, en fait, oui, voilà, vraiment, c'est un film qui a de toutes les bonnes qualités qu'on attend d'un film, à savoir que c'est bien rythmé, à savoir que c'est très bien joué, que c'est très... que le scénario est sans pour autant être complexe, vide plutôt, ou complexe, réussi à trouver un juste milieu, et réussi à être vraiment, pas forcément ludique, mais en tout cas très... disons qu'il réussit à agencer cette thématique de manière assez intéressante sans pour autant que ça fasse faux, que ça fasse forcé, mais je vais quand même revenir sur cette nuance tout à l'heure. Non, mais disons qu'en fait ce qui m'énerve un peu avec Empire of Light, c'est que c'est juste un joli film. C'est... Oui. Je trouve c'est que très simple comme film, je trouve. Mais alors après, c'est pas forcément un défaut en soi, mais en fait moi ce qui m'a un peu dérangé avec Empire of Light, c'est que je trouve que ces thématiques sont intéressantes, sont bien agencées, elles manquent de profondeur, elles manquent peut-être un peu de viscéralité, parce que contrairement à Fabelmans, pas forcément contrairement, mais disons, si jamais on veut vraiment avoir un visuel de comparatif, Empire of Light, ça parle de thématiques vraiment très dures. Là je parlais tout à l'heure on parle plus ou moins de maladie mentale, on va parler ensuite de racisme, surtout en tout cas de la montée des skinheads, dont vous avez parlé avec l'excellent Les Rascals, dont ces deux pistes froides on n'a pas le droit de parler. À côté, on a aussi évidemment alors, et ça, je vais revenir aussi, parce que je trouve ça dommage, la destruction, plus ou moins la désertion, je sais pas si ça se dit, mais bref. La désertion, tu peux dire. Oui, voilà, du cinéma, parce que du coup il y a une partie qui est complètement abandonnée, et qui pourtant a été faisait tout le charme du Empire, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, le Empire. Voilà, il y a plein de thématiques, mais vraiment c'est juste, elles sont posées là, elles existent. Il y a aussi le personnage qui est du patron, pour parler comme un gauchiste. Colin Firth. Voilà, je vous laisserai la surprise pour celui-là. Mais le patron. Ouais, disons que le R est plus ou moins justifié avec lui. Mais voilà, c'est des thématiques qui sont intéressantes, qui sont plutôt bien agencées, mais qui manquent de profondeur, et qui, pour quand même la dureté qu'elles peuvent, auxquelles on peut les affilier, voilà, manque un petit peu d'autres choses que juste elles existent, on en parle, ça existe, voilà, mais après qu'est-ce qu'on va en faire? Je trouve que le film est joli, j'ai été bouleversé non pas non plus, mais vraiment très ému par cette histoire d'amour, mais j'ai pas été ému par ce qu'il y avait à côté, et je trouve ça dommage, et ça va aussi avec le contexte historique. Le film se passe dans les années 80, même pour la montée des skinheads, en vrai je trouve que ça changeait pas grand chose. En fait je trouve ça dommage que attends, je finis. Je pense que les critiques, ils ont pas aimé le film à cause de ça, tu vois, parce qu'ils s'attendaient à toutes les thématiques sur le contexte des années 80, sur le cinéma en général et tout. En soi, le film, ça concentre vraiment, c'est intime, c'est encore une histoire intime. Le contexte y est, mais en fait ce qui m'énerve c'est juste que les skinheads et le fait que le cinéma soit un peu déserté, en fait, alors même si je crois que je sais plus c'est à partir de combien de temps, à partir de quelle époque le cinéma anglais a vraiment commencé à s'essouffler. Parce que si vous le savez pas, en France on est un peu les seuls à vraiment avoir un cinéma assez vraiment vif. Si j'enlève les pays francophones, comme la Belgique et la Suisse, la Suisse et le Luxembourg plutôt, parce que la Suisse c'est autre chose.
Bah en fait je trouve ça dommage parce que en fait, j'ai l'impression que le film aurait été plus fort s'il était à notre époque avec du coup les mouvements Black Lives Matter et au contraire du coup les répressions policières d'un côté pour remplacer les skinheads où là je trouve que ouais bah ça dit pas grand chose et du coup bah évidemment hein, avec le Covid et tout ce que ça a engendré là j'ai juste l'impression d'avoir un film un peu nostalgique et ça m'a un peu embêté Ouais. et puis bah un peu comme avec le Spielberg Bien sûr, t'as raison, ouais. bah attends tu pourras donner des arguments juste après je sens que Mick est en train Moi, je pense qu'il a situé le film dans les années 80 vraiment parce que c'était un moment un peu de rupture en fait dans la société anglaise et que je pense que c'est une période où en effet il y a beaucoup de cinémas peut-être comme ça situés comme dans ce type de lieux qui ont fermé leurs portes où voilà le climat social était tellement délétère que les gens ne pensaient à autre chose en fait et je pense que c'est pas voilà peut-être que pour nous ça résonne pas de la même manière que si c'était contemporain mais en fait je pense que peut-être que pour des Britanniques enfin pour Sam Mendes, ça faisait sens en fait, de le situer à ce moment-là, sous Thatcher. Mais je pense pas qu'en fait, le film, oui, en effet, il cherche à raisonner avec des thématiques actuelles tout en se situant à une autre époque. Mais je pense que, voilà, en fait, ce qui m'intéresse, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film, ce qui fait que ce film a vraiment fait un bien fou, c'est que c'est pas un film tant politique, même s'il y a un côté social dans le film. Et les scènes, pour moi, je trouve que tous les passages où on comprend ce que vit vraiment au quotidien le personnage d'Olivia Colman qui parle comme le noir ah oui dans le cinéma en fait, de ce qu'il vit au quotidien en fait justement de par sa condition je trouve que c'est très bien montré dans le film en fait il y a même pas besoin que ça passe par des dialogues ronflants ou quoi que ce soit en fait juste ça passe par des en fait nous on adopte le point de vue de cette femme qui assiste justement à certaines choses et qui d'un coup sort un peu de sa zone de confort en fait d'un coup elle se rend compte que elle est peut-être malheureuse, mais qu'il y a d'autres gens aussi autour d'elle qui vivent des choses terribles aussi, et ça lui ouvre un peu les yeux sur certaines choses aussi, au-delà de ce qu'elle-même vit, et je trouve que voilà, le film en fait, il fait sens à ce niveau-là, mais moi vraiment ce qui m'a enchanté dans ce film, qui fait que vraiment j'ai adoré le film, et que j'ai trouvé que c'était une bulle d'air en fait, dans le cinéma actuel, c'est vraiment ce côté, moi j'ai eu la sensation vraiment que Sam Mendes il faisait ce film comme une note d'intention, vraiment comme une déclaration d'amour à ses personnages en fait. Et du coup une déclaration et du coup en même temps en fait en aimant autant ses personnages il aime aussi profondément ses spectateurs en fait. Moi j'ai l'impression que on pourrait appeler un peu Sam Mendes le cinéaste qui nous veut du bien. C'est vraiment quelqu'un qui dans ce film particulièrement tente de voir la lumière en fait au bout du tunnel, de pas s'enfoncer dans la morosité et vraiment de filmer des personnages tout simplement qui interagissent entre eux et qui par leurs échanges, par leurs tentatives de compréhension mutuelle, en fait, vont justement contribuer à chacun s'élever en fait, et se sortir un peu elle de la dépression et lui de sa condition. Voilà, en fait, leur histoire, on sait qu'elle est dès le début elle peut pas perdurer. En fait, on sait que ce sera une sorte de parenthèse enchantée, mais c'est vraiment un moment comme ça flottant qui leur permet de se révéler un peu chacun et de sortir de cette mauvaise phase en fait, dans laquelle ils sont. Et je trouve que le film est vraiment particulièrement humaniste. C'est vraiment plus qu'humain, c'est vraiment, je pense, c'est un cinéaste humaniste qui veut vraiment voir. En fait, là, tout à l'heure, on parlera d'un autre film qui, lui, est vraiment dans une sorte de truc. Comment dire vraiment. Après. Je sais pas si nihiliste c'est le mot, mais en tout cas descendant quoi, enfin, de films où il n'y a pas d'espoir au bout quoi. De dépressif, oui voilà. On a un film qui commence vraiment dans la noirceur et qui va tenter d'aller progressivement vers la lumière, mais pas du tout de manière comment dire ouais, de manière un peu niaise prêcha religieuse ou quoi que ce soit, vraiment d'un point de vue purement humain en fait, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui vont mal, en tout cas qui vivent des choses pas joyeuses. Et le film ne va même pas particulièrement appuyer les raisons profondes pour lesquelles le personnage d'Olivia Colman va mal. Juste on voit qu'elle traverse quelque chose de dur et que le truc du scénario va être de l'élever un peu, de le faire retrouver un peu le plaisir de vivre au contact d'autres gens. Parce qu'il n'y a pas que ce personnage avec qui elle va vivre une histoire d'amour. Il y a aussi le personnage du projectionniste, je trouve, qui est extrêmement nuancé et qui est vraiment qui est joué par l'excellent Toby Jones. Et qui est vraiment voilà, tous ils concourent en fait à former un petit microcosme comme ça, un peu à l'épreuve des saloperies qui se passent dehors. Et je trouve que le film est, comme toujours avec Sam Mendes, et puis c'est Roger Deakins quand même qui fait la photographie. Et il y a vraiment quelque chose comme ça du cocon en fait dans lequel
qui me donne vraiment l'illusion d'une parenthèse, de quelque chose qui permette un peu de souffler quoi, dans tout le torrent de cynisme contemporain. Et en fait, voilà, pour moi, ce film, c'est une ode aux choses simples et un doigt d'honneur au cynisme ambiant, en fait. Et du coup, moi, vraiment, j'ai vu ce film-là comme un film essentiel, en fait, actuellement. Quoi. Vraiment, un film comme il nous en faisait à une époque. Peut-être que le film serait sorti il y a quelques années, on aurait trouvé ça banal, mais en effet, moi je vois ça aujourd'hui, je me dis, bah voilà, heureusement qu'il reste encore des cinéastes comme Sam Mendes qui croient à la puissance du récit, qui croient à la puissance de beaux personnages humains, et qui veut tout simplement proposer au spectateur quelque chose d'empathique, en fait, auquel on puisse tout simplement s'attacher et qui soit c'est à la fois anti-spectaculaire comme film, mais en même temps c'est un film très ouvert, très accessible. En fait, n'importe qui peut aimer un film comme ça. Pour peu d'aimer qu'on aime un peu le cinéma, voilà, il n'y a pas besoin il y a rien d'intellectuel dans le film. En fait, c'est vraiment un film doux et avenant. En fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis évidemment, bon, avec des acteurs comme ça, Olivia Colman, elle est quand même assez fabuleuse. Pourtant, je ne suis pas la plus grande fan, mais vraiment, elle a des passages vraiment très très forts. Après, si je voulais juste, avant de laisser la parole à Ketchup, juste dire deux trucs. C'est que du coup, je disais que je trouvais que que Spielberg était parfois un petit peu trop sur une note un peu lisse, que d'essayer d'avoir des ascendants et descendants. Là, je trouve que c'est un peu pareil pour la photographie et la musique. Je suis désolé, hein, du coup, mais moi, la musique de Trent Reznor, je l'ai trouvée assez banale et trop classique. Et la photo de Roger Deakins est très belle. Mais pareil, tu vois, j'ai trouvé sympa, mais de lui, je sais pas si la simplicité était voulue, mais en tout cas, j'ai trouvé que elle manquait d'ampleur. Si. Mais moi, je pense que c'est la note d'intention du film, c'est la simplicité, tu vois, mais la beauté dans la simplicité. Ouais, mais du coup, pourquoi c'est tout systématique où t'as l'impression que le mec est super modeste et qu'en fait, c'est presque comme s'il avait... Enfin, quand il en parle, t'as l'impression que c'est... Voilà, la photo, elle est vraiment toute simple et tout, alors que moi, je trouve que... Enfin, je sais pas... Non, mais elle est hyper travaillée, la photo. Ah, mais je peux le contraire. Pluralement, c'est une tuerie, en fait. Donc, en fait, je vois pas comment il peut Enfin, comment on pourrait dire que la photo, elle est modeste ou quoi que ce soit. En fait, je veux dire, justement, ça va sublimer un quotidien qui pourrait être... Si c'était filmé par Ken Loach, ça n'aurait pas du tout le même emballage, en fait. Ah, mais j'imagine, mais c'est juste, tu vois, quand je vois le film, tu vois, je suis en mode... Ouais, c'est cool, mais de la part de Roger Deakins, je suis peut-être un poil déçu. Après, je dis pas ça en mode assez nul et tout, non, j'ai juste... Bon, en fait, tu vois, tout ça mis bout à bout, au final, ça fait que le film, je l'aime beaucoup, mais sur tout ce que je vais voir dans l'année, il va pas autant ressortir que ce que j'aurais aimé. Voilà. Mais c'est vraiment un film que je conseille. Et du coup, quelque chose, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire sur Empire of Light. Non, mais après, je veux rebondir non, mais sur la photographie du film, c'est clairement un de ses plus gros points forts. Hein. Mais on a l'impression, tu vois, que c'est tout simple et tout, mais tu vois, sur certains plans... ce qu'il fait avec les rayons du soleil et tout, on dirait qu'il arrive à placer les rayons du soleil à tel endroit, tu sais pas comment il fait, tu vois. Je trouve que les éclairages comment il filme ce cinéma, enfin, il y a vraiment un sentiment de lieu magique, en fait. Pour moi, c'est vraiment... il réenchante le réel, en fait. Ouais, c'est ça. Je sais pas, même la scène du feu d'artifice, enfin, elle est magnifique. En fait, ah oui, non, mais là, c'est... De jeu vraiment sur les reflets, il y a vraiment, en fait, c'est une subtilité dingue, en fait, cette photo. Et en fait, moi, en effet, si on fait pas attention à tout l'aspect pictural dans les films, on va peut-être pas y faire attention, mais franchement, je pense que ça concourt même inconsciemment au plaisir des gens, en fait, une photo comme ça aussi travaillée. Je pense qu'il y a un truc qui apaise, en fait, naturellement, tellement les couleurs sont chaudes et agréables, en fait, quoi. Et pour moi, c'est clairement le meilleur directeur photo actuel, Roger Deakins. Mais après, du coup, tu disais les couleurs étaient un peu chaudes et tout ça, c'est peut-être un peu vrai pour les intérieurs, ce qui est les moments où la dépression ressort le plus. Mais bon, pour l'extérieur, on est quand même dans le sud de l'Angleterre, bien au froid, bon, peut-être un petit peu moins quand même. Ouais, enfin, imagine si ça avait été du Ken Loach, ça aurait pas été la même photographie. Oui, non, mais je pense que Ken Loach n'a pas le talent ou l'ambition de faire ce genre de film, t'inquiète pas. Oulala, j'aime prendre tous les détracteurs de Ken Loach. Pourtant, en vrai, j'aime bien, mais... non, mais je m'en fous. Ça attaque Ken Loach. Et ouais. Bon, du coup, je sais pas si quelque chose, t'avais beaucoup de trucs à dire, on a quand même beaucoup parlé, malheureusement. Non, mais du coup, voilà, vous avez tout dit à peu près, non, mais vraiment... parce que ce qui ressort du film, pour moi, c'est... la relation improbable entre tu vois, le personnage de Olivia Colman et les deux qui se tirent par le haut, comme a dit Mick Taylor. C'est ça, c'est des films, c'est un film très simple, beau, mais tu vois, on a besoin de plus de films comme ça qui vraiment font du bien, tu vois. Actuellement,
c'est un film qui peut élever en fait un petit peu, enfin élever les gens, ça paraît un peu gros de dire ça comme ça, mais qui permet de voir un peu la bonté en fait humaine, mais c'est pas du tout sur un point de vue de faire la moindre leçon, c'est pas des magots du tout comme film, en fait, c'est vraiment un film qui est tout simplement voilà, qui dit qu'il y en a marre des films cyniques, des films qui font des clins d'œil tout le temps, des films qui te rappellent à chaque instant en fait qu'on est au cinéma, et que ce qui prévaut, ce qui devrait prévaloir sur tout le reste, c'est des belles histoires pures en fait, sans aucun recul en fait sur ce qui est raconté, en fait, vraiment une histoire premier degré, tout simplement premier degré en fait, avec des où voilà, tu dois croire à l'histoire qui t'est racontée et aux personnages qui sont là à l'écran en fait. Tu dois croire que c'est vraiment des personnages humains voilà, auxquels tu peux t'identifier. Et pour moi, c'est une vraie note d'intention actuellement, parce qu'il y a quasiment plus de films comme ça en fait aujourd'hui, qui sont tout simplement basés sur l'humain en fait. Et quand c'est aussi bien fait que ça, pour moi, on peut pas en fait bouder son plaisir. Je suis désolé si on entend, il y a un avion qui vient de décoller à côté de chez moi, donc bon, voilà. Mais sinon, à la limite, je parlais tout à l'heure des thématiques qui étaient peut-être un poil mal abordées. Il y en a quand même une que je voulais souligner et qui m'avait beaucoup touché, tout simplement, c'est sur la magie du cinéma en elle-même. Et c'est une des dernières scènes du film, du coup. La scène, oui. Où un des personnages va dans un cinéma, juste, du coup, voit un film, et où vraiment, là, je me suis dit, ok, certes, il avait pas forcément. En fait, c'était vraiment en sous-texte, et là, il a ressorti au bon moment, et le moment où vraiment, t'as envie de pleurer, quoi, parce que c'est tout simplement vrai. Et pas comme tu l'as dit, Mix, c'est pas non plus tape à l'œil en mode mais c'est un film de cinéma, et qui en plus te parle de cinéma, c'est quand même bizarre. Voilà, non, c'est vraiment simple, épuré, mais fort, en tout cas par moment. Et puis j'étais un petit peu médisant vis-à-vis du contexte, mais en vrai, vu qu'il y a une scène de Fête foraine et qu'elle est très belle, bon bah j'avais tout pour dire du bien. Parce que j'adore la scène de Fête foraine, voilà, c'est mon petit péché mignon. Et puis non, et puis voilà, bon après ouais, vraiment, bah vous avez tout dit, quoi. Vraiment, en plus, bon, pour avoir travaillé dans un cinéma et avoir vécu, comme vous voyez dans le film, parfois des scènes un petit peu cheloues avec des clients, bon, enfin des spectateurs plutôt. Bon bah voilà, je me suis retrouvé. T'as vécu quand même comme dans le film là, avec le connard là, qui finit sa bouffe dans le couloir. Là. Ouais. Bon bah écoutez, alors instant anecdote, c'était mon premier jour, donc je connaissais rien du tout, j'étais accompagné comme un malade, je pigeais rien, je devais être insupportable et tout, et en fait du coup je donne la monnaie à quelqu'un, du coup un billet de 10 à quelqu'un du coup qui paye sa place, et vraiment genre il me mince, comment on dit, il me demande de venir alors que j'ai les billets dans ma main, disons que le billet que je lui ai donné c'était un faux, et il y a la personne du coup qui m'accompagnait qui m'a dit non mais ça va pas, non mais voilà, bon, du coup je saurais jamais si c'était un escroc ou juste un con, mais dans tous les cas donc voilà, donc du coup c'est vrai que ça m'a aussi un peu ému là-dessus, c'est vraiment, je me suis dit, en termes juste de quotidien, vraiment j'ai trouvé le film assez juste et fort, c'est-à-dire qu'en plus le film montre bien que c'est pas forcément un métier ultra excitant, parce qu'il y a beaucoup de moments, quand tu vois les deux qui sont juste en train de déchirer le billet et dire c'est telle salle et qui reste planté comme des piquets, tu vois, t'as envie un petit peu de te marrer. Et même si c'est pas vraiment le lieu, bon, je comprenais, tu vois, mais voilà, vraiment, après, là, c'est juste une anecdote personnelle, mais vraiment, le film est beau et très juste, donc je ne peux que le conseiller. Et je pense qu'on va partir sur le prochain film. Alors, malheureusement, Ketchup n'est plus là, parce qu'il a arrêté de... non, mais je ne suis plus là, non, je vais partir, dans le futur. En vrai, tu peux rester, hein, mais du coup, tu vas pouvoir plus rien dire, donc c'est un peu... Oui, non, mais du coup, j'ai d'autres choses à faire. J'ai du lait sur le feu, vachement. Bon bah très bien, du coup, à bientôt, j'espère, mais et bon bah voilà. À bientôt, hein. Ouais, salut, Nous ne sommes plus que 2 et il nous reste 2 films encore à parler, comme c'est beau. Et du coup, là on a parlé de 2 films américains. Enfin, quoique l'autre est anglais, mais bon, on est toujours dans dans la colonisation, donc c'est pas bien. Et on va revenir en France avec un film français, franco-français, qu'on attendait beaucoup, enfin comme moi j'attendais beaucoup, et dont on va vous parler maintenant, qui se nomme Goutte d'or. Là on est Sang. Je
كنت لازم نقتلك. الباب المغلوقة ما يدخلها الشيطان. مرض للشيطان في لقط الشيطان. شكون اللي معاك؟ الرجالة الانسان خيالات جزيل. Petit chouchou de la semaine de la critique, si j'ai pas de bêtises, Goutte d'Or nous parle du quartier de la Goutte d'Or à Paris. Tiens, comme c'est étrange. Où Ramsès il tient un cabinet de voyance. Il est habile et manipulateur. Il a même mis sur pied un solide commerce sur la consolation. L'arrivée d'enfants des rues, aussi dangereux qu'insaisissables, vient perturber l'équilibre de son commerce et de tout le quartier, jusqu'au jour où Ramsès va avoir une réelle vision. Alors Mick, du coup je vais te laisser commencer là-dessus, tu n'as pas encore commencé sur ce film. Tu l'as vu il y a moins d'un jour, qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, en effet, je l'ai vu hier. C'était un film qui, comme toi, m'intriguait pas mal depuis que j'en avais entendu parler. J'avais pas réussi à le voir dans les reprises cannoises, les éternelles reprises cannoises où on voit beaucoup de films en quelques jours, mais selon un principe de marathon cinéma, donc des fois, voilà, il y a des films... on peut pas tout voir, on passe à côté de certains, mais j'en avais entendu parler et je sentais venir une proposition un peu singulière de cinéma. Clément Cogitor, c'est quelqu'un qui avait déjà fait un long métrage qui s'appelait Ni le ciel ni la terre, alors à côté duquel j'étais un peu passé à l'époque, j'avais pas franchement accroché au film, mais il y avait déjà quand même dedans les promesses d'un cinéaste inclassable comme on aime. C'est du cinéma de genre, voilà, et on aime ça. Pas vraiment, un peu assimilé genre, mais en même temps... qui va au-delà de ça, mais qui en même temps n'a pas besoin de se référer à quoi que ce soit parce qu'il a vraiment son univers personnel. Et c'est ça en fait, alors il avait fait depuis aussi d'autres choses, des clips, un film qui s'appelait Braguino, mais qui était un moyen métrage je crois, des trucs sur la danse, enfin il a vraiment un rapport au cinéma en fait, qui est assez large en fait, et vraiment c'est quelqu'un qui a un faiseur d'image en fait, mais dans le sens, pas de manière péjorative quoi, c'est vraiment quelqu'un qui est très curieux et qui va beaucoup jouer sur les corps, sur le mouvement et tout, et donc ce film Goutte d'Or, c'était son deuxième long métrage de Ni le ciel ni la terre, je trouve que ça datait de 2015, donc ça fait quand même un moment qu'on l'attendait, et avec en plus Karim Leclou, donc c'est un acteur quand même qui fait partie maintenant des incontournables du cinéma français qu'on est toujours content de voir. Même s'il n'est pas là depuis longtemps en soi. Goutte d'Or, c'est un peu une immersion dans des quartiers populaires en fait, de Paris qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir filmer. Vraiment des lieux où ça grouille de vie, de multiculture et c'est toujours grouillant en fait, où il se passe beaucoup de choses et donc on va suivre ce personnage de faux voyant, en tout cas dans un premier temps c'est ce qu'on imagine de ces personnes, donc ils jouent sur la crédulité de leurs clients avec plein de petits tours, de petits trucs savamment orchestrés. Donc je trouve qu'en fait la première partie du film elle est assez intéressante dans ce côté un peu naturaliste, mais en même temps dès le début on voit qu'il cherche à rompre avec l'aspect documentaire, c'est-à-dire que c'est à la fois très réaliste dans la peinture qu'il fait de ce milieu-là, et en même temps il y a déjà dans l'image, dans le style général quelque chose d'un peu irréel, enfin comme s'il se préparait en fait, lentement mais sûrement, en tout cas comme s'il nous préparait nous le public à ce qui allait suivre dans la deuxième partie, et après on va progressivement basculer vers quelque chose de beaucoup plus atmosphérique et une sorte de déambulation nocturne dans Paris, en fait, avec ses milieux interlopes et avec des personnages justement de jeunes enfants sauvages qui vont créer comme ça toute une mythologie un peu... en fait, il y a toujours ce trouble dans le film de ne pas vraiment savoir à quel point le film est réaliste, en fait, de se dire que ça paraît hyper plausible, mais qu'il y a quand même un truc de mythologique dans le film qui fait que... c'est jamais totalement le réel en fait, et justement le film arrive à rompre avec le naturalisme plombant du cinéma français d'auteur et à vraiment arpenter des territoires qu'on n'a pas l'habitude de voir traités comme ça aussi dans le cinéma français, c'est-à-dire que c'est ni un film ni un pur film de genre tel qu'on pourrait l'imaginer, ni un pur film d'auteur tel que les gens pourraient. En fait c'est un film vraiment qui trouve son chemin de manière fluide, en fait, de manière évidente, qui nous amène progressivement vers des ruptures comme ça de ton, enfin un truc onirique, un peu étrange et tout, mais sans qu'à aucun moment, moi, je me sois posé la question de est-ce que je suis dans un film d'auteur réaliste, est-ce que je suis dans un film de genre. En fait, pour moi, vraiment, ce réalisateur, son principal mérite, c'est vraiment de pas prendre la pause et de vraiment avoir un univers très personnel, très singulier, qu'on retrouve, même si, bon, je connais pas super bien son travail global, mais
pour avoir vu 2 films de lui, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions justement de genre ou quoi que ce soit et qui vraiment trace son chemin en essayant de proposer quelque chose de vraiment original et jamais vu. Et au fait, ce film, alors il a des défauts, après on en parlera sûrement tout à l'heure, hein, mais c'est pas un film qui est parfait, c'est un film qui a des problèmes de rythme, qui a des moments un peu où on peut lâcher un peu prise, où on sait pas trop, où c'est un peu trop erratique pour le récit, où ça semble pas vraiment forcément trouver l'issue hyper satisfaisante au fait à tout ce que ça met en place, mais il y a vraiment quelque chose de singulier et de prenant quand même malgré tout. Ce côté toujours un peu attentif à ce qui peut se passer et en plus il y a le jeu halluciné et fébrile de Karim Leclou qui va parfaitement en fait avec cet univers. Ouais, Karim Leclou qui est toujours très bon. C'est un truc qui est quand même une vraie proposition, quoi. Bah du coup je vais peut-être enchaîner avec Goutte d'Or. Donc alors je vais peut-être juste faire un petit spoil, une petite excuse, c'est que j'ai vu le film, j'étais un peu fatigué et j'ai un poil somnolé, alors j'ai pas dormi du tout, j'ai raté aucune scène. C'est pas bien. Ouais voilà, disons que dans la première moitié, j'étais pas non plus ultra dedans et disons que ma réflexion sur le film s'est surtout fait après la séance, donc voilà bon. Mais je me sens quand même digne d'en parler, encore une fois j'ai vu tout le film et tout. Que dire, franchement, alors au départ j'étais un poil circonspect, mais plus j'y pense, plus c'est un film que j'aime, et qui, bah, comme tu l'as dit, est singulier. Et je pense, et même fiévreux, si on veut vraiment parler de son côté. Moi je trouve que c'est un film qui peut se rapprocher par exemple de ce qu'ont fait les frères Safdie, dans ce côté de déambulation nocturne, même si bon, en un peu moins clipesque et en beaucoup plus contemplative, enfin pas contemplative, mais disons. Bon, c'est le gros mot qu'on a déjà utilisé, mais un peu en mode David Lynch, en tout cas je trouve dans la narration, qui ne pas forcément donner du sens à tout ce qu'on va voir dès le début, mais de nous laisser, enfin juste de nous happer dans l'univers, surtout dans cette nuit, même si bon, le film ne se déroule pas en 24 heures, hein, loin de là. C'est notamment la vision en elle-même, elle est pas dite textuellement, du moins, de souvenir, et en fait tu te demandes pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi il y a ça, attends mais c'est vraiment ce que je suis en train de penser, quoi, enfin c'est la scène dans la décharge, bon, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire, et en fait tu vois, plus tu repenses au film, plus tu comprends ce que voulait dire la scène d'intro, plus tu comprends en fait que ça c'était bel et bien ce que voulait dire ça, enfin voilà. Et plus le film avance, plus en fait je me suis laissé emporter, plus j'en avais rien à foutre de penser au scénario tout de suite, et juste bah, je me suis vraiment pas pris une claque, mais en tout cas j'ai vraiment j'ai vraiment senti un moment très fort qui est empreint de mythologie en fait, enfin même de mystique, c'est pas forcément les deux mêmes mots, mais du moins c'est je trouve quelque chose qui pourrait quand même différer le film, c'est que certes comme tu l'as dit c'est pas du cinéma de genre en lui-même, il n'y a pas de fantastique dans le film, et pourtant c'est un film qui est plus fantastique que beaucoup de films de genre autoproclamés, parce que c'est un film qui va déjà rechercher un petit peu pas forcément les mythes, mais en tout cas oui, l'idée qu'on peut se faire de la voyance, avec du coup ces gamins qui vraiment parlent à Karim Leclou comme si c'était je sais pas moi, Panoramix dans Astérix, tu vois, c'est vraiment mais en même temps avec un côté quand même assez contemporain, donc notamment enfin vous verrez, mais en tout cas il y a quand même je trouve un petit dissensus qui se fait entre les deux qui est assez intéressant. Et à côté, même si le film est un peu trop théorique, juste il y a quand même des moments pas purement fantastiques, mais en tout cas qui vont vraiment faire référence à du fantastique, notamment cette phrase que j'ai pas pu noter, mais qui était genre voilà, quand la porte est fermée, le diable disparaît, je réponds au diable dans la langue du diable, qui vient avec toi, personne, juste des ombres passagères. Voilà, qui est une phrase qui est dite je crois 2 fois, et que j'aime beaucoup, je trouve moi qui résume un petit peu ce que je pense du mystique du film, c'est que ça s'arrête là, il n'y a pas de fantastique, pas de référence au diable ou quoi, mais il y a quand même une présence, quelque chose de peut-être un petit peu pesant, moi qui à la fois, encore une fois beaucoup fait penser un peu à Lynch, et en même temps qui m'a vraiment inspiré, pas inspiré, mais en tout cas qui m'a vraiment provoqué un émoi, voilà. Je dirais pas que j'ai joui, mais disons que j'ai que comme dirait Antoine, oui voilà, c'est vraiment troublant, toi, c'est le genre de phrase, tu vois, qui devrait pas être dite dans ce genre de contexte, mais qui est dite parce que bon on parle juste d'un mec qui demande à quelqu'un de lui ouvrir la porte, et c'est genre vraiment son code secret, quoi, tu vois, genre tu fais ok d'accord, ça pouvait pas genre être un chiffre genre 254, non, ça devait être un petit poème sur enfin je sais pas, pourquoi pas. Après voilà, je trouve quand même que le film comme je dis est un peu trop théorique, et du coup c'est parfois pas très bien rythmé, encore une fois ma fatigue devait être un petit peu pour quelque chose, et surtout je trouve que le film joue un peu mal
je vois un petit peu mal le mélange entre drame social, portrait, qui va faire le portrait de ce quartier, que moi, personnellement, j'ai pas connu, même si j'ai un peu habitué à Paris. En même temps, cri du cœur vis-à-vis de la situation de ces jeunes, qui est assez désespérante. C'est-à-dire que c'est là, on est limite sans domicile fixe, quoi. Enfin, enfin, voilà. Et à côté de ça, bah, thriller un petit peu nébuleux. Voilà, c'est pas tout le temps réussi, mais l'attention, plus que d'être là, et je trouve quand même à moitié, enfin plutôt engageante, et plutôt bien complétée. Donc, bah, je ne peux que vous conseiller de le voir. Après, c'est pas non plus, bah, contrairement aux autres films qu'on a parlé, c'était peut-être pas un film qui va parler à tout le monde, contrairement à ce que la bande-annonce peut promettre. C'est un film qui, pour se vendre, le cinéma d'art réussi en soi. Dans tout ce que Durandal pourrait trouver d'horrible. Oui, j'ai été traumatisé par sa vidéo flop trop. Donc voilà, je suis surpris que ma seule référence elle arrive qu'après 1 heure, mais tant pis. Et voilà, moi vraiment, c'est un film que j'aimerais beaucoup revoir pour le coup. Parce que c'est un film, je pense, qu'il se revoit très bien et qui doit en gagner. Et je comprends tout à fait pourquoi il a notamment gagné, je crois, meilleur scénario à l'époque, du coup, c'était pas meilleur scénario, mais en tout cas, c'était meilleur espoir scénario ou quelque chose du genre. Faut que je retrouve le terme précis. En fait, c'est pas vraiment un film de scénario, c'est vraiment un film qui nous emmène progressivement vers autre chose que ce à quoi on s'attendait au début, si on vraiment ne sait rien du tout sur le film en allant le voir. Mais en effet, il y a des petits trucs qui peuvent paraître un peu inaboutis, c'est plus un film d'atmosphère que de scénario où ça va aller d'un point A à un point B. C'est vraiment un film qui plante un décor et qui va tenter de nous immerger là-dedans de manière sensorielle et atmosphérique. Et en sortant un peu du concept justement du film d'auteur social où il y aurait un discours évident. En fait, il n'y a pas vraiment de discours dans le film. C'est un pur film où vraiment on questionne même à chaque instant à quel point ça peut être réel, quoi, vraiment. C'est ce que c'est. Moi, c'est ce que j'ai trouvé troublant dans le film. Après, c'est vrai que moi, je me suis jamais totalement ennuyé dans le film. Je trouve que ça passe plutôt bien, mais je me suis jamais pris de claque non plus devant, en fait. C'est un film que j'ai regardé vraiment avec intérêt, en étant un peu troublé et tout, mais il n'y a pas le moment de rupture, vraiment. En fait, le film et je trouve qu'il est vraiment fluide dans la manière d'arriver à ce qu'il veut nous montrer, mais ça monte vraiment d'un moment frappant, vraiment qui fout une claque dans la gueule, en fait, quoi. Et du coup, quand le film se finit, tu te dis, ok, c'était intéressant, mais voilà, il n'y a pas la claque. C'est ça la petite réserve que je peux avoir avec le film, quoi. C'est un film qui m'a quand même intéressé. Et pour petite anecdote, la salle a été remplie à 99% de vraiment très vieux. Ah. Bah écoute, je suis ravi de te dire que moi aussi, j'étais parmi les derniers spectateurs à pouvoir rentrer, donc j'étais ravi. Ah, mais j'étais le plus jeune dans la salle, je pense, hein, et la dame juste à côté de moi, elle s'est barrée à un moment un peu tendu avec les enfants, où les enfants étaient agressifs et tout. En fait, elle s'est levée, elle est partie, mais c'est la seule. Sinon, les autres ont été très calmes, très attentifs. Donc voilà. Ah, tu veux dire que contrairement à toi, elle a été, comme le CNC, troublée par ses enfants impressionnants, qui vont impressionner les spectateurs. Je sais pas, mais en tout cas, elle est partie à un moment comme ça, un peu tendu, donc je sais pas. Ouais, mais en vrai, tu vois, juste, pas forcément avoir de gros climax, d'action, parce qu'en vrai, il y a quand même des scènes, la scène, notamment, moi, la scène qui résume le mieux le film, c'est celle où ils vont dans l'arrière-boutique, oui, ça commence à partir, voilà, et où à la fois, t'as ce côté vraiment, quelque chose de très nerveux, et en même temps, quelque chose qui va tomber dans le mystique, mais en même temps, dans le montage, il va être très erratique, t'as pas le temps de tout imprégner, mais juste, si ce n'est de l'ambiance, en fait, du lieu. Pareil, le film, alors c'est un film français, mais où tout le monde parle plus ou moins arabe, donc bon, bah, les destinations ciné, on attend, mais mis à part ça, voilà, je trouve pareil, toi, c'est vraiment, t'as pas besoin de tout comprendre dans les dialogues, juste, ça se résume au plus primitif, au plus simple, et qu'est-ce que je voulais dire ? Justement, là, t'as sorti vraiment un très bon terme, que j'aurais pas forcément sorti, mais qui correspond vraiment au film, c'est justement primitif. C'est vraiment, il y a une primitivité du geste dans le film, enfin quelque chose de, en effet, t'as sorti un bon terme là, approprié, je trouve, pour Merci. le film. Non mais voilà, et puis pareil, tous les gamins sont extraordinaires, et vraiment leur situation juste, je pense, a suffi à vraiment me donner l'intérêt au film, et même un petit côté vraiment assez fort, un peu coup de poing, ce que les Darren n'arrivent plus à faire en fait, enfin mais jamais n'ont jamais arrivé à faire. Ils font ça dans des films parfois assez intéressants, et par exemple une des dernières scènes de Tori Lokita m'a vraiment pris aux tripes. Mais à côté de ça, c'est juste des moments, alors que là, c'est vraiment juste la situation en elle-même, le portrait qui est fait à côté, et bah, le film en lui-même, moi qui je trouve, on devient vraiment plus abouti.
Et alors, si je vais juste donner un dernier truc, c'est que du coup, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, parce que bon, il est assez secondaire, mais auquel le film est dédié, qui se nomme Ahmed Benaissa, et qui avait notamment joué dans Papy Chat ou Frère Ennemi. Voilà, donc c'est un acteur qui était très vieux, hein, vous verrez, donc c'est son avant-dernier rôle. Il jouera dans Habib, la grande aventure, bon, bah, pourquoi pas, ce sera son dernier rôle. Mais du coup, voilà, bah, si vous voulez... c'est le père dedans. Oui. Voilà, bah, du coup, mais je me disais que je connaissais sa tête, justement, je l'avais déjà vu ailleurs, je savais plus dans quoi. Et mais d'accord, il est mort. Voilà. Pas compris. Ouais. Bah voilà, il est mort, c'est comme ça. Bon, en vrai, il est mort, je crois, juste avant que le film soit montré à la Croisette, donc bon, bah c'était un peu triste. Bon, après, ça allait un peu moins, parce qu'au départ, quand j'avais vu le nom, je pensais que c'était un des enfants qui était mort. C'est vrai que quand tu vois des gamins comme ça qui sont vraiment hyper hardcore, quoi, tu te dis, ouais, c'est le genre qui peuvent avoir une vie horrible à côté et mourir juste après le tournage, quoi, mais non, heureusement. C'est presque la Cité de Dieu à la française, qui sait. Voilà, non, peut-être pas non plus visé. Voilà. Mais bon, bah, si ça va vous faire voir la Goutte d'Or, bah écoutez, pourquoi pas. Je pense que c'est quelque chose de dire pour terminer notre avis. Non, bah, tu parlais des Dardennes, en fait, la différence majeure, c'est que les Dardennes, ils cherchent tellement à coller au réel, hein, qu'au bout d'un moment, il n'y a plus du tout de cinéma, en fait, quoi. Alors que là, justement, il assume la partie cinématographique, et même dans la partie très réaliste du film, où vraiment ça grouille, c'est palpable et tout, t'as quand même une lumière, un truc qui t'amène vraiment progressivement à cette deuxième partie, et qui te montre vraiment que dès le début, t'es dans un univers fictionnel, quand même, malgré tout. Il ne fuit à aucun moment, en fait, l'aspect fictionnel. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a quand même quelque chose à suivre chez ce réalisateur, quoi. Je sais pas ce qu'il va faire par la suite, mais c'est quelqu'un d'intéressant. On va très bien, du coup voici notre avis sur Goutte d'Or, on espère que ça vous plaira. J'ai quand même assez hâte de voir ce que le film va faire au box-office, parce que comme je te l'ai dit, bah, il y avait l'air d'avoir de l'engouement et un bon bouche à oreille, donc bon. Bah, je crois qu'il est même pas dans le top 20 de la semaine, là, donc... Oui, non, mais en termes d'art et essai, écoute, moi j'ai eu une salle comble pour Aftersun et pour Pacifiction, donc tu te dis bien que voilà, quoi, je parlais pas évidemment de Creed 3, hein, avec les bagarres, les jeunes, hein, le Figaro, réveillez-vous. Bon, bref, que peut-on dire, si ce n'est qu'on va passer au dernier film, on est tous les deux. Et c'est un film qui ne va pas faire l'unanimité, oh non. Oh non. Voilà, donc bon, un film que vous avez peut-être pareil vu sur votre portable, parce qu'il est sorti bien BZF aux États-Unis, et qui est pourtant un film d'un grand réalisateur, hein, que vous avez sûrement vu le dernier film, Florian Zeller, donc, pour pas sa suite, mais en tout cas le nouvel opus de sa trilogie sur la famille, comme dans Fast and Furious. À savoir ici The Son. You give these big speeches about life and then you abandon us. I have the right to reinvent my life! Hello, son. You came to tell me what a good dad you are? What do you want? Applause? It's my little boy. I can't give up on it. Toujours adapté de sa trilogie de tragédie théâtrale, donc The Son est le nouveau film de Florian Zeller après le grand succès public et critique de The Father. Il y retrouve Anthony Hopkins pour un petit rôle, mais multiplie les étoiles de son casting avec Vanessa Kirby, Hugh Jackman ou encore Laura Dern. Et c'est le grand-père atteint d'Alzheimer. Dans The Son, nous suivons Nicolas, semblant en pleine dérive alors que ses parents tentent désespérément de comprendre la situation. Son père, justement, va tout faire pour dépasser l'incompréhension, la colère et l'impuissance dans l'espoir de retrouver son fils. Oh, comme c'est mignon. Pour un film qui l'est beaucoup moins. Alors, est-ce que je commence pour The Son tu m'as dit que t'es pas... Comme tu veux, franchement, moi, il y a beaucoup de choses à dire sur le film, mais après, c'est vrai que c'est comment savoir par quoi commencer, fait, concrètement. On peut pas commencer direct par donner un avis, au fait, quoi. Faut un peu planter le décor. Plantons le décor en disant ce que je pense de Monsieur Zeller. Alors, en vrai, j'ai fait mon troll, mais... Zeller n'a pas du tout un réalisateur dans lequel j'ai de l'animosité, et gardez bien à l'esprit que ce que je vais dire par la suite, c'est probablement juste un peu comme Ridley Scott, un réalisateur dont je n'arrive pas à aimer le travail parce que c'est pas mes sensibilités. Voilà, The Father, moi c'est un film que dont je savais pas ce que j'avais pensé à l'époque, et vu que j'étais ultra influençable, bah, j'étais en mode ouais c'est super et tout, comme les critiques elles disent. Et puis j'ai repensé au film, j'ai vu des films sur Alzheimer, et notamment un que je vous conseille absolument de voir, c'est Une vie démente. Voilà, la preuve encore une fois qu'il faut annexer la Belgique. Et puis voilà, que ce soit des films qui veulent nous donner une certaine immersion de ce que c'est Alzheimer, ou des films qui restent dans une figure assez beaucoup plus extérieure.
bah, je me disais que The Father c'était vraiment pas grand chose, c'était même beaucoup de bruit pour rien, c'était, je caricature, hein, mais c'était juste foutre la caméra avec un angle à 15 degrés à droite, 15 degrés à gauche, et hop, t'es perdu, voilà, super. Bon, mis à part ça, bah du coup The Swan, moi je m'en branlais un petit peu, si ce n'est que j'avais quand même hâte de voir si du coup à la Mostra ça allait encore se branler sur le fait que oh mon dieu c'est tellement immersif et en plus à la fin je pleure parce que je pense à mon petit-fils ou du coup à mon grand-père, oh là là, bon bah... Voilà, bah du coup, mis à part ça, bon bah je m'en fous un peu. Et oh, surprise, le film a été très mal reçu. Donc en vrai, j'étais étonné, bon content un petit peu parce que je suis sadique, mais étonné parce que je me suis dit, ah bah putain, un nouveau génie, hein, comme ils aiment bien dire aux États-Unis, déjà culte, hein, d'ailleurs aussi, j'aime beaucoup ce terme. Oh, et bah là, tout le monde dit non. Bon, ça doit être intéressant alors. Vu que bon, bah Empire of Light, moi ils ont pas aimé, moi je me disais que c'était. Voilà. Alors, The Sun, que dire? Bah comme je l'ai dit, je pense pas que ça soit non plus un tâcheron, Zeller. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même pas forcément du génie, mais quelque chose à aller chercher. Parce que en termes de rythme, pour un film de quasiment de plus de 2 heures, c'est quand même plutôt bien tenu. En termes de pas de narration, non. Oula. En termes d'acting, de vraiment de... Enfin, de juste, oui, mais voilà, de direction d'acteur, je trouve qu'il est pas forcément un extraordinaire, parce que bon, j'étais pas du tout tombé amoureux du jeu d'Anthony Hopkins. Mais en tout cas, là, je trouve qu'il est vraiment fort et qu'il réussit. Et oui, aïe aïe aïe. Mais écoute, moi voir un papy danser, c'est pas ça qui va me faire donner un Oscar. Ensuite, bah disons que là, je trouve qu'il veut plus jouer dans le mélo qu'autre chose. Et là, pour le coup, ça marche, c'est que c'est plutôt viscéral, plutôt fort. Et il réussit à jouer sur les nuances, notamment de l'adolescent. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment assez fort. Et ne serait-ce que juste sur le point de départ, je trouve qu'en fait, le film se tenait plutôt très bien. Même si la forme théâtrale... Moi je trouve qu'il devrait vraiment sortir de cette forme théâtrale parce que je trouve que ça bouffe la narration de son film et ça fait que ces personnages sont trop programmatiques et en même temps, même si là, bon, contrairement à The Father, c'est pas un huis clos, franchement tu sens quand même qu'il n'y ait pas beaucoup de décors à la base et qu'au mieux il a juste rajouté 2-3 bouts de ficelle. Voilà, c'est pas un film qui est mauvais, mais genre vraiment, c'est pas du Hong Sang-soo quoi, voilà, où vraiment je trouve que par essence c'est non. Bon en vrai je dis ça, mais je suis sûr qu'en Hong Sang-soo c'est pareil, c'est juste moi qui n'ai pas la même affinité que Takeshi, hein, et Antoine Goya. Mais bon bah voilà, je vais dire ce que je dis, voilà, c'est pas un réalisateur c'est un réalisateur duquel je vais quand même continuer de voir les films parce que j'ai gagné un espoir. Voilà, c'est peut-être le Dolan de la génération suivante. On devrait avoir la troisième partie de la trilogie avec La Mère parce qu'il a fait une pièce qui s'appelle La Mère. Voilà. Bon bah j'irai le voir, hein, vu que bah du coup j'imagine que le casting sera en plus encore une fois excellent. Alors que dire maintenant, parce que en vrai je suis pas parti non plus ultra négatif en sortant de la salle, en tout cas si j'enlève les 2 dernières minutes, mais plus j'y pense, plus j'ai pas de l'animosité, mais en tout cas vraiment du dédain envers le film. Vraiment je sais pas. Déjà je trouve que la narration vraiment est un peu pétée, c'est à dire que bah comme je l'ai dit c'est trop théâtral. Mais disons qu'en fait, c'est pas que c'est trop théâtral, c'est juste que on tourne trop autour du pot, quoi. Et certes, ça pourrait être une thématique, et ça je vais y revenir, c'est de se dire, oh, ce père qui ne comprend pas la logique, son fils, alors que je vais pas faire comme le réalisateur, le fils est dépressif, j'ai même le fils et des pulsions assez, comme dirait Freud, du sein, voilà, assez préoccupantes. Et bon, bah voilà, c'est-à-dire que je vais pas non plus dire que bah du coup c'est évident, ils devraient savoir, parce que l'un des drames de la dépression se touche chez les plus jeunes, c'est que bah, en fait les gens ne voient pas, même si ça peut paraître évident pour toi, tu ne vois pas, et du coup bah, c'est ça qui peut créer un petit peu le tragique. Mais ça a pas l'air de l'intéresser, ça c'est l'heure. Ce qui a l'air de t'intéresser, c'est les quiproquos, c'est enfin bon, c'est pas le mot les quiproquos, mais disons c'est de voir vraiment genre des je sais pas comment dire, mais disons du forçage. J'aime bien ce mot, le forçage. C'est-à-dire que, genre, par exemple, une scène qui résume bien, je trouve à quel point la description de la dépression est un petit peu, ou plutôt de ce qui va convoquer pour justifier sa dépression, le gamin, qui est donc du coup le fait que le père est remarié avec Vanessa Kirby, et qu'avant il était du coup avec sa mère. C'est que, bah en fait, du coup, bah voilà, il n'apprécie pas vraiment ce nouvel amour, en tout cas, c'est une des pistes qui est lancée par le film. Et bah du coup, une des scènes qui m'avait fait tiquer ça, c'était vraiment genre ils commencent à s'embrasser et tout, et t'as le fils qui déboule après genre 2 secondes juste avant qu'il commence à enlever la jupe, et puis ensuite 20 minutes plus après il fait la même chose, mais cette fois-ci c'est pas genre juste une petite altercation amoureuse, c'est genre juste on est en train de dire que bon bah il devrait quand même aller en HP quoi.
Donc toi je trouve que ça faisait vraiment très gros sabot, mais vraiment très gros sabot. Et pour un film qui voulait jouer un peu sur la subtilité, sur ah mais en fait on sait pas, c'est un peu voilà, je suis subtil, en fait bon bah c'est pour nous donner des trucs aussi in your face, et avec des dialogues, enfin c'est voilà, le film fonctionne vraiment par le dialogue, et tout le film se résume par le dialogue et par ensemble par la mise en scène. Même si contrairement à The Phaser, je trouve qu'il y a des scènes, enfin plutôt des passages, des idées de mise en scène qui sont plutôt fortes, notamment un moment où juste on voit l'extérieur et la caméra, j'ai pas envie de dire tombe, mais en tout cas se rétracte lentement mais sûrement. Je trouvais que ça donnait vraiment une ambiance assez pesante, tu vois, genre de petites séquences. Évidemment la scène en Corse qui est très stylisée mais qui marche bien, avec un petit côté idyllique. Voilà, et puis à côté, que dire, je trouve qu'en fait, moi ce qui me fait chier avec Zeller, c'est que, un petit peu comme avec, sur le même sujet, Manchester by the Sea, il a un sujet très fort, qui est la dépression chez les ados. Bon, Manchester, c'était aussi ça chez les adultes, mais on questionnait aussi le gamin. Là, juste en fait, un peu comme Manchester by the Sea, c'est vraiment genre pour faire du Milo, pour faire chialer l'audience, et ça marchait, hein, la salle elle était en larmes à la fin. Mais si c'est pour juste dire c'est triste, franchement autant rester au théâtre, hein, parce qu'au théâtre les tragédies ça fonctionne un peu de cette manière, mais au cinéma, moi je suis désolé, il m'en faut un peu plus que juste dire c'est triste, parce que tout le monde sait que c'est triste. Mais là tu vas pas assez loin mec, mais vraiment, c'est à dire que avec toutes les pistes que tu lances sur bon j'ai pas non plus envie de spoiler le film, mais moi je suis désolé, juste en arriver à c'est triste parce que c'est triste, et du coup je chiale, bah non, moi j'ai pas envie de chialer, parce que même si t'as des moments où tu m'as fait virer aux larmes et que la musique d'Hans Zimmer il est un peu là pour ça, musique d'Hans Zimmer qui est d'ailleurs très belle, hein, mais bon, bah, qui est vraiment pareil, il est vraiment placardé, martelé, et tout. Moi vraiment je suis pas du tout sensible quoi, et ça me sort du film. Et là où vraiment je commence à être très pas animal, mais disons vraiment nocif, enfin je trouve que le film peut être même assez nocif envers ce qu'il dit, c'est qu'il est trop cinématographique. Parce qu'après, Monsieur Zeller va jouer au petit malin en tentant de nous sortir son petit fusil de Tchekhov, ou encore de nous faire un petit retournement de situation à Dersen pour nous faire un dernier crève-cœur. Mais non, c'est pas la peine de faire ça. Arrête de te croire ultra malin, parce qu'en fait, soit ça s'est grillé à des kilomètres, et du coup, et vu que le fait que ça soit grillé à des kilomètres. Honnêtement, je pense pas que la dernière scène, il ait cherché à tromper qui que ce soit. En fait, quand t'as déjà vu The Phaser, tu sais très bien. En fait, il y a même déjà un problème avec l'avant-dernière scène, en fait. Moi, je pense que le truc qu'il nous fait à la dernière scène, moi, j'avais déjà l'impression que l'avant-dernière scène, il y avait un peu de ça déjà, en fait. Il y avait un côté un peu qui nous faisait douter, en fait, quoi. Ouais, je sais, mais déjà dans The Phaser. Le scénario, c'est évident, en fait. Je pense pas qu'il cherche à faire le petit malin. Je pense que c'est uniquement prétexte, en fait, à t'amener à la toute dernière scène, vraiment à la fin de la dernière scène, où d'un coup, voilà, la trajectoire du personnage de Hugh Jackman, en fait, trouve son aboutissement, en fait. Il se prend vraiment. Tu comprends en fait tout son déni en fait, du film lui éclate à la gueule à ce moment-là en fait. Donc en fait cette dernière scène, on peut en effet, il y a un côté un peu facile après The Phaser de refaire ça, mais en fait c'est cohérent par rapport au personnage à ce moment-là. Ah mais j'imagine c'est ultra cohérent. Le problème c'est que un peu comme The Phaser pour moi c'est même pire. Pour moi The Phaser c'est juste un twist à la con. Mais vraiment je trouvais ça mais mais je trouve ça limite cringe en fait. C'est vraiment genre il veut tellement prouver que, il veut tellement aller loin dans la tragédie, les grands mots, que du coup il en va jusque là, et moi je trouvais ça juste en fait ridicule, et je trouvais que ça desserrait le propos du film et même juste la gravité de la situation, parce que c'est grave ce qui se passe avec ce gamin, mais j'ai pas l'impression que je vais être impliqué. Si ce n'est juste au moment où il me dit chiale, vas-y chiale. T'as vu là je mets des violons. T'as vu là mon réalisateur mon acteur il commence à crier. Là ça veut dire que tu dois chialer. T'as vu, t'as compris, chiale. Et je trouve ça vraiment ridicule quoi. Et non, mais surtout moi ce qui me fait un peu chier c'est que oui, enfin aussi à la limite un petit truc que je trouvais dommage, c'est que il essaie pas de jouer sur l'immersion, c'est-à-dire que contrairement à The Phaser, je trouvais ça sympa qu'il traite d'un thème aussi fort, mais qu'il traite qu'il essaie d'immerger son spectateur pour montrer à quel point c'est âpre ce genre de sujet, à quel point c'est fort, à quel point c'est dur. Et là il le fait pas, donc du coup c'est juste un mélo quoi, voilà. Voilà, du coup pour moi c'est juste un mec qui veut choquer le spectateur, enfin pas choquer, c'était pas le mot, mais qui arrive pas à aller plus loin, qui arrive pas à montrer à quel point il faut parler de ce sujet.
Toi, tu disais à la fin, je sais pas si tu veux en parler, mais vraiment ce genre de film, faut qu'il marche parce que c'est un thème important. Mais moi, je pense que ce film ne doit pas marcher parce que les gens vont juste, comme avec les vidéos un peu choc, genre de la PETA, trouver ça horrible. Et puis après, ils vont aller zapper, ils vont aller regarder autre chose, quoi, genre Hanouna, tu vois. Mais vraiment, je trouve, je suis désolé si ça c'est un peu provoquant, mais c'est vraiment ce que me fait sentir le film. Donc voilà, bon, je suis un peu éparpillé parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire dessus et en même temps, bon, bah, voilà. Et mis à part le fait, encore une fois, c'est thématique, comme, et encore pire pour moi qu'Empire Flight, il y en a plein à disposition, mais il en fait rien. Que ce soit, encore une fois, le père qui capte rien, bah, c'est juste, à l'impression, un ressort narratif pour que le film il dure plus longtemps. Et le fait que qu'on va par la suite, parce que c'est vraiment, entre guillemets, les deux grands thèmes du film, aller pointer un trouble dépressif spécifique pour le gamin. Je vais pas dire de quoi il en est question, mais c'est un truc qui était intéressant et qui change un petit peu d'habitude. Où c'est juste, ah, je suis triste, mais je comprends pas pourquoi, tu vois. Là, on était vraiment presque dans la maladie mentale, je trouve. Bah, en fait, encore une fois, il en fait rien. Et comme je le dis, c'est pas genre juste il en fait rien parce que du coup ça rend plus tragique, c'est il en fait rien parce que juste il veut rien en faire. Et moi, bah, j'en ai rien à faire de The Swan. Voilà, donc je vais te laisser continuer après cette. Et à la limite, juste un dernier truc, juste. Après ta prise de parole, je comparais avec un autre film qui a une scène similaire mais qui pourtant est bien plus intelligent. Mais bon, je te laisse vas-y, enchaîner. Non mais t'as tellement fait un long tunnel là que je sais même plus. En fait, il y avait plein de moments où j'avais envie de pointer, mais en fait t'étais tellement dans ta lancée que j'arrivais plus à t'arrêter. Désolé. Je sais pas par quoi comment. Enfin, déjà tu disais, en fait moi il y a un truc vraiment où je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis, c'est quand tu parlais de... Bref. Non mais moi, ce film, en fait moi le sujet m'a vraiment interpellé sur le papier en fait. Donc en fait je pense que... Ouais, tu déplorais en fait, le fait que le film soit pas assez choquant, enfin qu'il cherche à choquer, mais en fait, moi je pense pas qu'il cherche à choquer à tout prix. En fait, je pense pas qu'il ait cherché que le but c'était d'avoir une mise en scène au plus près de la dépression, genre je sais pas, comme ce qu'aurait pu faire un Darren Aronofsky à un moment, vraiment de nous immerger dans la dépression de manière hyper sensorielle et pour vraiment nous bousculer. En fait, je pense que moi le film bouscule. De base, si on est sensible à ce sujet-là, il n'y a même pas besoin de l'avoir vécu d'une manière directe ou indirecte, juste si ce sujet nous sensibilise et qu'on se sent concerné, en fait, et que c'est quelque chose qui nous angoisse, qui nous questionne, en fait, comme moi c'est le cas, en fait, juste il n'y a pas besoin d'une mise en scène ultra viscérale et sensorielle, en fait, pour nous faire ressentir ça. Et pour moi, le film, il bouscule, en fait, sans chercher nécessairement à choquer. En fait, juste le fait d'assister à cette dérive et de ne pas comprendre, en fait, ce qui se passe... voilà, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu faisais le parallèle, en fait, tu réduisais, en fait, c'est ce que semble un peu faire le film à un moment, de réduire un peu la dépression à un caprice. En gros, voilà, je me suis jamais remis de la séparation de mes parents, je souffre, blablabla. C'est ce que le film esquisse, et en fait, quelque part, c'est ce que les parents voudraient, enfin, ce que le père particulièrement voudrait se dire, en fait. Et le père, en fait, tout le film est dans une position de déni, clairement, de vouloir réduire ce mal-être à quelque chose de passager, qui est dû, voilà, c'est un ado, voilà. À un moment, il dit à quelqu'un, est-ce que vous avez déjà connu un ado qui aille bien, enfin voilà, en rigolant, genre voilà, c'est une petite rupture. À un moment il essaie de lui faire croire que ça doit être une petite rupture amoureuse qui fait qu'il est déprimé, mais que maintenant ça va mieux. Voilà, en fait, ce truc, c'est un peu une fausse piste, le fait de dire que la dépression elle serait due à cette situation familiale. En fait, c'est quelque chose qui pour moi rend justement cohérente la situation. C'est que je pense que dans ce type de situation, comme ce que dit le film à la fin du générique quelque part, c'est je sais pas si t'es resté d'ailleurs jusqu'à la fin du générique, mais c'est non, j'avais la flemme. En fait, non, j'avais la flemme. Et non, juste en fait, je disais pas que le film devait avoir une mise en scène. Je disais pas que le film devait avoir une mise en scène à la The Phaser. C'est ce que je voulais dire en fait. Je voulais juste dire en fait que juste du coup pour moi le film c'est juste un mélo classique un peu chiant et que bah en fait ce que le film me montre bah, c'est que oui bah il en veut pour cette rupture amoureuse, mais je sais éperdument que c'est pas pour ça, tu vois, mais c'est juste que moi le film ce que j'en retiens à la fin c'est vraiment ça, tu vois, et ça me rend un peu triste, mais je te laisse du coup continuer. Non mais en fait je pense que dans ce type de situation vraiment c'est courant en fait, ce que dit le film donc à la fin, c'est que vraiment, il faut prendre ça au sérieux. En fait, c'est que si on sent que quelqu'un dans notre entourage, particulièrement là, le film parle de la dépression adolescente. En fait, il faut pas minimiser. En fait, il faut pas se dire ouais, c'est un ado. J'ai l'impression un peu de parler de sortir des banalités, mais bon, je m'adresse pas à qui que ce soit en particulier, mais c'est juste, c'est jamais banal en fait. Et il faut pas se dire juste,
c'est ce que le personnage du père, la mère, elle est dépassée, elle sait pas comment régler la situation, donc elle s'adresse au père, et le père, lui, il veut se croire que c'est juste un truc passager, une déprime adolescente, et en fait, du coup, quand t'es dans ce déni-là, en fait, le film met en scène le déni, en fait, du père. Il est plus du point de vue du père que du fils, quelque part. Et il y a vraiment ce truc de vouloir se rassurer en rationalisant quelque chose qui n'est pas rationnel. Et c'est ça que le film montre, c'est que on a beau vouloir mettre des mots sur une détresse comme ça que personne ne comprend, évidemment que cette détresse profonde n'est pas uniquement due au divorce et au fait que il en veut au père parce qu'il considère qu'il a détruit la famille et tout. C'est peut-être un petit aspect qui perturbe, mais c'est pas ça qui provoque profondément cette dépression sans fond, en fait. Et du coup, le film, moi, ce qui me perturbe dedans, c'est que tu te dis, si toi t'es touché par ça ou que quelqu'un de ton entourage est touché par ça, en fait, on peut pas minimiser. En fait, il n'y a pas d'explication rationnelle à apporter dessus. C'est quelque chose, c'est une maladie. En fait, c'est juste, en fait, je pense que le principe du film, c'est pas de faire quelque chose de viscéral, et je pense pas qu'il cherche à être mélo, contrairement à ce que tu dis. Il l'est un peu. En fait, il fait pleurer, mais il fait pleurer par la force des choses. Moi, je pense que c'est vraiment purement à but de sensibiliser les gens vraiment à une maladie qui est taboue. En fait, le fait que la dépression, c'est encore quelque chose dont on ne parle pas et qui, dans l'esprit de beaucoup de gens, si tu parles de dépression, ils vont te dire ouais, c'est bon, là, ils font chier, c'est dépressif. Comme quand tu as des gens qui gueulent parce qu'il y a quelqu'un qui se suicide dans les transports. En gros, ils font chier, putain, qu'ils se suicident chez eux, ou de toute façon, s'ils ont envie d'aller bien, voilà, c'est bon, ils ont qu'à aller bien, ils ont qu'à voilà, se redresser, en gros, se sortir les doigts du cul, et ça ira mieux, quoi. Voilà, au bout d'un moment dans la vie, il faut avancer, et en fait, c'est un peu ce que fait le père. Il dit, à un moment, il y a une dispute où il dit, ouais, je crois que moi, quand j'étais jeune, ma mère aussi qui est morte jeune, enfin, il a fallu qu'au bout d'un moment, que j'accepte la situation et que je me prenne en main, quoi. Voilà, il a fallu continuer à avancer malgré la pureté. Et en fait, c'est ce que les gens qui vont bien, en tout cas qui ont l'impression d'aller bien, n'arrivent pas à comprendre, en fait. Le fait que ça soit une maladie et que ce soit pas quelque chose juste quand ça nous tombe dessus, c'est bon, on a juste à se redresser et puis voilà, ça ira mieux, c'est bon, c'est juste une question de volonté. En fait, voilà, il y a plein de gens qui pensent ça, mais ce que le film montre, c'est que c'est quelque chose, voilà, qui est totalement c'est une maladie. Il faut reconnaître ça comme tel, comme une maladie qui se soigne, en tout cas qu'on essaye de soigner, qui ne se soigne jamais totalement, mais il y a quand même des solutions. Et là, le film va pousser un peu la situation à un point extrême, pas tant pour faire pleurer dans les chaumières que pour montrer justement ce qui peut être évité en fait, dans la vie si on y prête attention. En fait. C'est vraiment pousser les choses, voir l'aspect le plus tragique de la situation, pour dire, voilà, en fait, c'est pas une finalité que ça se termine de manière tragique comme ça, ça pourrait se terminer autrement. Bon, là, en disant ça, j'ai un peu l'impression de spoiler le film, mais en même temps, c'est pas un film à twist, quelque part, quoi. C'est un film qui va vraiment vers... Pourtant, il adorait. Pour faire montrer que c'est pas quelque chose de ça devrait pas être fataliste, en fait, quoi. Il y a un moyen de soigner ça, et il faut juste prendre ça au sérieux et arrêter de croire que les gens qui souffrent de cette maladie, ils font aucun effort, qu'ils le font exprès, et que voilà, faut leur filer quelques claques et ça ira mieux. Le film montre vraiment cette incompréhension en fait totale de la part de l'entourage, en fait, qui ne comprend pas ce qui se passe et qui veut un peu après... ça fait trop mal en fait d'affronter des choses vraiment directement, donc il vaut mieux essayer de trouver des solutions un peu, des raisons un peu banales pour ne pas voir vraiment ce qui se passe. Et je pense qu'en effet on peut même pas en vouloir aux gens qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans ces cas-là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... Quand on n'a jamais vécu ça, en fait, soi-même, on n'arrive pas à comprendre en fait, qu'est-ce qui peut toucher cette personne, qu'est-ce qui peut faire autant souffrir cette personne d'irrationnel. En fait, c'est quelque chose qui est profond, et au lieu d'essayer de trouver des mots et de mettre des mots dessus, il faut juste tenter de combattre en fait, cette maladie, quoi. En fait, au lieu de fermer les yeux dessus, de dire ça n'existe pas, d'accepter cette maladie et faire comme n'importe quelle autre maladie, tenter de la combattre. Et pour moi, le film, à ce niveau-là, il est vraiment... je sais pas si bouleversant c'est le terme, même si moi, la dernière scène, j'ai chialé comme une merde, et j'étais pas tout seul, hein, mais j'ai pas eu l'impression, moi, d'une prise en otage. J'ai vraiment eu l'impression que ça trouvait un aboutissement à ce moment-là pour le personnage, parce que vraiment, il se prenait dans la gueule tout son aveuglement, en fait, tout le film, et moi, à ce moment-là, forcément, la trajectoire humaine, en fait, elle me touche profondément. Et je trouve que le film, à ce niveau-là, est réussi. Après, oui, je suis d'accord que... il y a plein de trucs qui vont pas dans le film. Moi, d'ailleurs, quand je suis sorti de la salle, j'étais à la fois troublé et un peu perplexe sur certains choix qu'il faisait.
notamment sur l'avant-dernière scène. Oui, non mais ça c'est vraiment genre à l'aide quoi. Vraiment pas la dernière, vraiment l'avant-dernière scène en fait. J'arrive pas. Il pousse trop loin en fait le côté aveuglement des parents en fait, qui veulent croire qu'il y a une solution, que voilà, que ça peut se soigner. En fait, on passe d'une situation à une autre d'une manière trop abrupte et en fait c'est pour ça que justement à ce moment-là j'avais déjà l'impression que Zeller voulait reproduire un peu le truc de dispositif de The Father. En fait je trouvais qu'à ce moment-là c'était vraiment pas approprié et en fait quand tu te rends compte que ce qui se passe dans la scène c'est vraiment réel, tu te dis il y a vraiment quelque chose qui tu passes trop de manière abrupte au fait d'un comportement à un autre de la part des parents et en fait c'est pas cohérent à ce moment-là, même si on peut essayer de comprendre leur logique, et à ce moment-là c'est vraiment, ça va trop loin en fait, et après ça amène à cette dernière scène en effet qui est un peu longuette et un peu qui paraît un peu gratuite par rapport voilà, on avait déjà vu The Father donc en fait on se fait pas avoir une deuxième fois, mais du coup pour moi vraiment cette dernière scène elle est justifiée uniquement par le dernier plan, enfin par la toute fin en fait, vraiment la façon dont Hugh Jackman va jouer à ce moment-là ce que vit son personnage à ce moment-là en fait. Et pour moi du coup même si ce qui a précédé c'était un peu facile et limite, je comprends en fait ce vers quoi le film tend à ce moment-là, et voilà, ça finit sur une note vraiment poignante et voilà, on se prend le truc dans la gueule comme le personnage quoi. Et après moi tu parlais des scènes en Corse aussi, moi pareil ces scènes-là en fait, je les trouve jolies, en même temps justement c'est un peu illustratif, c'est un peu cliché des clients touristiques genre voilà les jours heureux pour bien appuyer le fait que bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand même entre temps pour que ce petit garçon heureux avec son père et tout devienne cet adolescent en détresse et tout, et je trouve que c'est un peu là appuyé, c'est un peu le truc presque malicien quoi, les moments solaires comme ça genre il y a un côté, c'est ce que j'écrivais quoi, un peu doloriste quoi, à rendre belle la douleur à venir en fait, enfin à rendre un peu, voilà, viser une transcendance quelque chose qui est un peu maladique je trouve à ce moment-là. En fait je pense que si s'en était tenu en effet à son truc théâtral, vraiment de nous immerger dans une situation comme ça aurait été vraiment troublant. Et moi vraiment voilà, il y a des longueurs aussi, il y a des moments où c'est un peu je sais pas si, enfin peut-être que en effet on peut sur scène ça fonctionne mieux, mais là au cinéma ouais je me suis jamais totalement ennuyé, et en même temps j'avais l'impression qu'il y aurait peut-être pu un peu quand même retirer quelques passages qui n'ajoutaient pas grand chose, mais là c'est un peu pour punanier. En fait je sais pas, en fait en sortant de la salle vraiment j'avais à la fois aimé et j'arrivais pas à être totalement enthousiaste par rapport à certains choix qu'il faisait, par rapport à même au fait à l'état dans lequel j'étais, je me disais est-ce que j'avais vraiment besoin de voir ça, mais en même temps voilà, ça m'a troublé sur les jours à venir, j'étais un peu perturbé parce que quand même ce que racontait le film me touchait vraiment, et je trouve que bah voilà, en fait derrière une forme faussement académique en fait, je pense qu'il voulait toucher vraiment c'est moins ça paraît moins travaillé, fait moins radical que The Father dans le dispositif global, peut-être plus il a, je pense, plus visé un grand public avec ce film justement pour sensibiliser le plus grand nombre à son sujet, mais ça ne retire rien quand même au trouble qui peut se dégager et voilà, à la force du sujet naturel en fait. Je trouve qu'il y a eu quand même une vraie justesse dans le dialogue qui fait que les échanges fonctionnent vraiment bien, particulièrement la scène avec Anthony Hopkins. Enfin je trouve qu'il y a quand même un truc la façon dont les dialogues sont balancés qui sonne juste quoi, et qui fait mal par moment. Bah après tu vois, plus que dans sa mise en scène qui peut parfois paraître en effet un peu limite, mais je trouve que c'est vraiment par le dialogue qu'il arrive à faire passer son trouble, et je trouve qu'il y a, on voit sa base de dramaturge en fait quoi. C'est quand même quelqu'un qui maîtrise les mots et la narration quoi quelque part, donc voilà. Mais après, tu vois, moi, en fait, ce qui m'embête surtout avec le film, c'est que, au-delà que, contrairement à toi, le film, j'ai l'impression qu'il est déjà loin dans ma mémoire. C'est que, enfin, vraiment, il m'a pas marqué, outre mesure, sauf de 3 scènes, en fait. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est vraiment... alors, je sais pas trop comment dire, mais disons que, toi, tu disais que c'est un film qui pouvait vraiment, mettre en avant le sujet de la dépression chez les jeunes adultes, enfin, chez les jeunes enfants, enfin, chez les jeunes, en fait, tout simplement, et en même temps, sensibiliser les gens, mais en fait... Moi j'ai l'impression que le film est tellement en fait, enfin je sais pas, mais n'arrive pas à prendre assez à bras le corps. C'est qu'en fait il veut brasser trop large en termes de thématiques et de ce que ça veut, enfin ce dont il veut parler, et notamment il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la phobie scolaire. C'est-à-dire que en fait le point de départ c'est le fait que le gamin n'est pas allé à l'école pendant un mois, et moi je suis désolé, enfin alors, en fait je suis désolé mais juste
déjà bon ça va engager un deuxième un deuxième moment, un deuxième retournement de situation, moi que je me suis dit non ça je l'ai vu venir ça par contre, mais en fait ce qui me dérangeait un petit peu c'était que euh, ouais en fait disons que ça c'est traité techniquement, mais maintenant qu'est-ce qu'il va en faire? Bah pas grand chose, c'est à dire que juste rajouter dans le drame, dans le tragique, ça ok, mais maintenant est-ce que ça a rendu plus âpre, plus dense, plus fort le thème? Bah pas trop. J'aurais vraiment aimé qu'on Je reste sais sur cette pas. dynamique de père-fils qui pense être... Enfin en tout cas le père qui pense avoir une parfaite dynamique avec son fils, et le fils qui lui semble éperdument totalement déconnecté avec son père et envahi par sa dépression. Ça j'aurais aimé parce que c'est le point qui est le plus intéressant par le film. Et il fait tellement de détours, moi que et vraiment j'ai trouvé que ouais, il en faisait encore une fois trop pour rien. Mais Après moi, je pense pas que ça parle de phobie scolaire. Hein. Enfin, non, ça fait je dis partie pas que c'est par le phobie scolaire. non, mais le fait qu'il aille plus aller, le fait qu'il aille plus à l'école, c'est uniquement justifié par sa dépression, en fait. Il ne va plus à l'école parce qu'il est dépressif. Oui, je sais. Il n'est pas dépressif parce qu'il a une phobie scolaire. Enfin, c'est un lien de cause à effet, en fait. Il va tellement mal qu'évidemment, il se sent déconnecté, au fait, de tous ses camarades. Ça fait partie de sa dépression, en fait. Donc voilà, la phobie scolaire, c'est pas ça m'entraîne. C'est pas forcément justifié par enfin dans la vie, je veux dire, je peux avoir une phobie scolaire et ne pas être dépressif, en fait. C'est ça que je veux dire. Bah en fait, pour moi c'est juste en fait de la même manière que encore une fois l'idée du divorce avec les parents qui a pu le détruire, ou l'idée qu'il aurait pu avoir une rupture amoureuse ou je sais pas quoi en fait. C'est-à-dire que c'est des trucs encore une fois qui se sont balancés, qui sont intéressants à traiter, où je me suis dit ah purée c'est intéressant qu'il en parle, ah purée ça rentre dans la dépression, et mais en fait à chaque fois encore une fois quand je repensais surtout au film, je me disais mais en fait ça pourquoi il en a parlé, et puis ça en fait ça avait pas vraiment son sens. Il en parle parce que c'est le père qui en parle, qui veut trouver des fausses excuses. C'est ça, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure. C'est que c'est pas le sujet du film. Le sujet du film, c'est de dire que la dépression n'a pas forcément de justification aussi évidente et rassurante que ça. Ça, c'est juste des trucs, des pistes qui sont balancées par le père pour dire ah, c'est pas si grave, ça va passer, là il va déjà mieux. Voilà, c'est ça. Mais évidemment qu'à aucun moment le film ne parle de dépression entraînée par une rupture amoureuse ou que sais-je encore. C'est uniquement le père qui veut se rassurer. Ouais, mais en tout cas, j'ai vraiment ressenti ça comme des pistes de réflexion. Et au final, moi je trouvais que ça aboutissait. En tout cas, le film dans son ensemble aboutissait trop à rien en fait. Mais cependant, quand même, je vais juste parce que tu l'as dit un peu je sais pas, j'ai oublié mon expression, mais bref, enfin, tu l'as plus ou moins dit, enfin, sous-entendu, simplement. Sous-entendu, les acteurs sont excellents. Vraiment tous, à la limite, Zen McGrath est peut-être un peu caricatural dans son jeu, mais tous sont vraiment très forts, tous réussissent vraiment à faire tirer les larmes, en particulier Hugh Jackman qui, comme je l'ai dit, bah, enfin comme tu l'as dit, vraiment réussit ouais, à faire croire à ce père qui, alors pourtant c'est un rôle qui est quand même assez théorique, ne pense tout savoir sur son fils, ou pense avoir la raison de traumatisme de son fils, enfin de la dépression de son fils. Maintenant, après, comme je te l'ai dit, moi j'ai ressenti ça peut-être à la limite au début parce que c'est dit textuellement, mais le film l'a pas fait ressentir parce que il va tellement dans trop tous les sens qu'au final juste à part réfléchir tout le temps au sens du film, ou bah comme avec Goutte d'Or, mais malheureusement le film n'a pas la qualité de Goutte d'Or, me laisser happer, bah franchement ouais vraiment j'ai vécu ça comme un drame un peu lambda, mais qui était un peu plus in your face que les autres. Et juste bah du coup pour faire un peu chier parce que ce film tu l'as pas vu, je vais vous recommander un autre film qui je trouve est beaucoup plus fort en fait sur le même sujet, qui est Close de Lucas Dont, qui parle aussi à la fois du passage à l'âge adulte, ou plutôt, enfin même si pas vraiment, mais ou plutôt comment est-ce que ce passage à l'âge adulte est difficile, qui va parler de dépression chez les plus jeunes, et de conséquences, mais c'est un film qui va je trouve trouver un beaucoup plus beau et fort juste milieu, et qui va à la fois jouer, parce que ça je l'ai pas dit, mais c'est quelque chose qui me fait chier, c'est que le film veut jouer sur la subtilité, et en même temps il va et aussi sur le hors-champ, tu vois, et en fait, je trouve que le film joue trop sur le hors-champ peut-être que c'est ça qui m'avait un peu fait chier, alors que par exemple Close c'est un film qui n'est pas in your face, mais enfin plutôt qui est pas vraiment genre enfin qui va pas tout le temps mettre en gros plan les scènes les plus fortes et les plus tristes, mais qui va rester pudique. Et la scène qui amène du coup, enfin
qui marque un point de non-retour dans le scénario. C'est une scène qui n'est pas voyeuriste, mais c'est une scène qui pourtant est vraiment présente, enfin, en tout cas qui n'a pas besoin non plus d'en faire des tonnes, mais qui n'est pas non plus absente, qui n'est pas laissée en suspens, ce que The Son fait un peu trop à mon goût. Après voilà, comme je le dis encore une fois au début, je pense juste que j'y arrive pas avec le style de Zeller. Je verrai avec The Mover, parce que j'imagine que le film s'appellera The Mover, mais bon bah voilà, moi vraiment pour l'instant je suis vraiment pas convaincu, un peu plus quand même que The Father, parce que je trouve le film à la limite un petit peu plus fort, parce que bon bah il est aussi un peu plus enfin il essaie d'être un peu moins alambiqué pour rien. Mais voilà, bon bah à la limite, ouais, un dernier reproche que j'aurais encore une fois à dire, c'est l'utilisation peut-être un peu du hors-champ qui me paraît un peu foireuse et qui contradit un peu le côté vraiment mélo vraiment un peu hardcore. Enfin voilà, tu vois. Et bon, bah, j'ai rien d'autre à dire en fait sur le film. Je sais pas si t'as allez, je te laisse quand même le dernier mot pour être positif jusqu'au bout. Non? D'accord, bon, bah tant pis. Non, mais en fait, c'est un film que je peux pas conseiller comme je conseillerais par exemple Empire of Light, parce que j'ai conscience que c'est quand même un film qui est assez rude. Et voilà, c'est pas spécialement un film plaisant ou divertissant. Donc en fait, c'est un film à voir si on aime les drames psychologiques avec des acteurs, des prestations d'acteurs fortes. Voilà, c'est un film qui a le mérite d'exister. Là encore, dans le cinéma américain contemporain, il y a plus tant de films que ça qui sont dans ce style-là, en fait, de films vraiment psychologiques. Donc si on aime ce type de film et qu'on a le cœur d'y aller, que voilà, c'est pas un sujet qui nous repousse trop par sa dureté, oui, il faut le voir. Mais de toute façon, ça marche pas fort. Hein, donc, ouais, bon bah voilà, bah du coup, bah je le conseille avec modération, on va dire. Bon bah du coup, n'hésitez pas à y aller, aller voir The Son, n'hésitez pas à emmener vos ados et à dire non, il a vraiment adoré, il a trouvé le sujet très fort, il m'a expliqué tout, et du coup tu n'as rien compris, machin, voilà, n'hésitez pas à faire ça, comme ça on en reparle, mais même si j'en doute très fort. Et bah du coup moi je vais en rester du coup, parce qu'il reste encore 2 films avec lesquels je vais vous parler, mais en attendant bah du coup je vais quand même laisser Nick vous dire au revoir, voilà, parce qu'on en a quand même parlé pendant 1h30. Au revoir. Voilà, salut. J'aurais voulu parler de La femme de Tchaïkovski, qui est un excellent film, hein, je l'ai vu, mais il y a plusieurs mois. À l'étrange. Un film. Voilà. Donc j'ai des souvenirs de scènes, de ce que ça raconte, mais je trouverai pas les mots là maintenant, plusieurs mois après l'avoir vu, pour pouvoir en débattre de manière pertinente avec l'ami Vache. Donc, je vais lâchement partir et te laisser te démerder tout seul sur ce film. Ça, j'adore me démerder tout seul, voilà. Allez, moins de blabla, plus de critiques avec encore une fois, du coup, le film de Serebrennikov, La femme de Tchaïkovski. Можете мне представить Чайковскому? Я хочу в консерваторию поступать. Знаете, Петр Ильич, с того дня, что я хочу только одного. Après La fièvre de Petrov sortie en 2021, Kirill Serebrennikov, et je le dis bien j'espère, jeune prodige du cinéma contemporain russe, diront certains, nous livre La femme de Tchaïkovski. Comme son nom l'indique, nous suivons Antonina Miliukova, qui à l'aube du XXe siècle épouse de compositeur de renom. Ici pas de chichi, nous suivrons tous ses tourments, son amour obsessionnel, bref, sa longue descente aux enfers qu'Antoniona accepte d'endurer pour rester auprès de lui. Nouvelle arnaque prétentieuse, petit biopic académique ou père injustement boudé à Cannes. Qu'est-ce que j'ai à penser sur La femme de Tchaïkovski ? Alors, pour les 2 prochains films, je vais quand même aller un peu vite parce que bon, bah, je suis tout seul. Globalement, déjà, je vais renier les 2 premiers points que j'avais annoncés, qui étaient non. Alors, bon, après, ça dépend de si on aime ou non le style Serebrennikov. Je ne pense absolument pas que ce film est une arnaque ou du moins un film très facile, vraiment prétentieux ou quoi. Et je ne pense pas non plus que ce soit un film académique. Je veux dire même que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que vous qui allez voir La femme de Tchaïkovski, n'attendez pas de voir un biopic classique comme nous sert Hollywood à peu près chaque mois. Attendez-vous plutôt à un long, dur et pourtant très très fort cauchemar. Alors, cauchemar, ça veut pour beaucoup soit dire un film d'horreur, soit un film absolument horrible, nul à chier dans tous les sens. Non, cauchemar dans le sens où c'est un film qui va être déjà jusqu'au boutiste, dans tous les sens du terme, et surtout qui va vraiment aller rechercher des images
on peut pas être de gouttes d'or, vraiment limite quelque chose de très mystique, de pas forcément dans le fantastique, mais en tout cas de ce qu'avait déjà fait d'ailleurs la fièvre de Petrov, vraiment mélanger fantastique et réel, parce qu'on est dans une réalité du coup russe, qui est parfois très brute, très brutale. Il y a beaucoup de scènes où on voit notamment des gueules cassées qui vraiment vont vous foutre très mal à l'aise, et à côté de ça des scènes beaucoup plus oniriques, notamment une scène dans la forêt sous la neige, qui est je pense une des scènes de rêve les plus terrifiantes que j'ai vues, et sans pour autant jouer sur une imagerie terrifiante, mais juste voilà, le contexte et tout ça a fait que je l'ai pas bien. Et à côté de ça, on a une sorte de romance qui est à la fois toxique, mais pas forcément dans la manière qu'on pourrait l'attendre. C'est-à-dire que c'est un film qui va jouer sur la toxicité de sa protagoniste, à une époque où on irait plutôt chercher le wokisme en mode « Oh là là, les hommes qui sont méchants. Ouh là là !» Bon, bref, voilà. Non, là, même si, évidemment, le Monsieur Tchaïkovski n'est pas non plus un mari de renom, hein, et il l'annonce directement à sa femme, elle a dit « Je ne serai vraiment pas un bon mari, donc ne faites pas ça. » Mais bon, elle hein, voilà. Sinon il n'y a pas eu de film en soi, donc pourquoi pas. Et du coup c'est vraiment sa toxicité à elle envers à la fois son mari et envers même elle qui va la faire s'autodétruire et la faire tomber dans la folie, ni plus ni moins, qui vraiment m'a scotché. C'est un vrai film coup de poing, qui pourtant m'a pas non plus autant marqué que la fièvre de Petrov. Alors il y a aussi Leto que j'ai vu, mais bon, je suis pas non plus ultra fan, même si je reconnais ses grandes qualités. Mais disons que la fièvre de Petrov, j'aime beaucoup son aspect chaos, vraiment, enfin limite, un peu rien à foutre. Là pour le coup c'est vrai que c'est un film un peu plus prétentieux, mais qui m'a beaucoup plus touché dans ce qu'il avait à raconter. Là où la film de Tchaïkovski était peut-être un peu plus attendue et contenait peut-être un peu plus de mollesse. Parfois le film dure aussi presque 2h30, même si on voit pas non plus trop passer le temps. Je trouve que c'est un moment où le film ralentissait un peu trop le rythme et n'était pas à la hauteur de tous de toutes les cartes qu'il avait en main. Cependant, on va pas se mentir, franchement je trouve que c'est un film qui devrait être vu par le plus grand nombre, parce que c'est un très très grand film de cinéma. Si on parle juste d'esthétique, si on parle juste de mise en scène, Serebrennikov pour moi c'est un des nouveaux grands maîtres de ce genre, qui est la mise en scène, pas un genre, mais cet outil, qui est la caméra, et il en fait quelque chose absolument à la fois très je trouve qu'il y a un vrai côté opéra, à la fois dans les décors très baroques, en même temps très grandiose, mais avec un sens du minimalisme, donc avec une caméra qui est quand même très resserrée, qui va pas non plus aller dans quelque chose de très grand blockbusteresque, comme on pourrait encore une fois servir Hollywood, et en même temps en gardant une patte qui lui est propre et qui est propice à déraper très souvent, à dérailler à des moments où on s'y attend le moins, que ce soit dans l'écriture ou que ce soit juste dans les images. Vous ne ressortirez pas la film de Tchaïkovski indemne, et c'est pas loin d'être un très grand film pour moi. Peut-être aussi un deuxième truc que je reprocherais, c'est ces sous-intrigues qui parfois s'entremêlent un peu sans trop que ça y fasse sens, un peu comme avec The Son, même si je vois que c'est fait pour... pour The Son c'était pour nous montrer que ce père il est perdu et tout, là c'est pour montrer que la nana elle est en train de vriller, voilà, là elle est en train de vriller, mais pour autant j'ai trouvé qu'en fait, là où, comme avec The Son, je devrais être emporté dans le délire, je devrais me laisser happer, voilà, là je trouvais que ça me faisait trop perdre le rythme, ça me faisait trop sortir du récit, et du coup pour moi c'est un peu un point négatif, même si ça reste un peu mineur, on va pas se mentir, parce qu'à côté on a Aliona Mikhailova qui joue Mademoiselle Tchaïkovski, et qui est une des plus belles performances qu'on a eues depuis ce début d'année, et une des plus intenses, impressionnantes. Vraiment, même si je pense que c'est aussi la caméra qui fait qu'elle est ce qu'elle est, je le trouve quand même assez abusé qu'encore une fois le film n'ait rien gagné à Cannes, et notamment pour elle. Bon, après j'ai beaucoup aimé le jeu de l'actrice dans Emily Machad, hein, ça c'est pas le problème, et je la trouve excellente, et je trouve qu'elle est, peut-être contrairement par exemple à Song Kang-ho, plutôt mérité, son prix est plutôt mérité, mais bon voilà, au bout d'un moment même si c'est pas non plus la meilleure actrice que j'ai vue dans ma vie, un jeu incandescent, mais vraiment incandescent, qui m'a laissé parfois le souffle coupé, tout en dévoilant, en plus je parlais tout à l'heure, voilà, de s'émanciper un peu de cette culture woke. Le film reste quand même un pur film féministe qui va montrer la détresse des femmes à une époque où la Russie était très répressive, on était juste avant l'époque stalinienne, et qui pourtant montre déjà vraiment tout ce sentiment d'horreur qui s'abattent sur la population, notamment sur la pauvreté, la crasse
qui découle du récit et qui m'a, je pense que c'est le mot, assommé. Vraiment assommé, parce que le tragique dans ce récit, dans La femme de Tchaïkovski, est vraiment mis à des hauts vraiment très très forts. Je trouve un film qui, je parlais tout à l'heure d'opéra, qui pourrait même s'apparenter un peu à la tragédie grecque, où on va parfois en faire des caisses, mais où, contrairement à la tragédie grecque, je trouve, on va pas non plus perdre un petit peu la hauteur humaine, où on a cherché les dieux, etc. Et ça fait que je pense que le film en est beaucoup plus fort, et c'est même beaucoup plus angoissant, j'ai envie de dire. Et ce qui fait que oui, La femme de Tchaïkovski, c'est un cauchemar en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un cauchemar, parce que c'est un film qui, certes, reste un drame, mais qu'on va convoquer des images assez fortes, très fantastiques, presque à la lisière du fantastique en elle-même, presque du genre, si on peut dire, mais qui vont toujours rester à cette lisière de l'humain, qui font que on garde dans notre petite inconscience ce petit message qui me dit putain, ça pourrait m'arriver à moi aussi. Donc voilà, vraiment bravo à Srebrenikov, qui a encore 2 films de prévus pour cette année. Il n'arrête pas, voilà. Le monsieur est sorti, a réussi à être exfiltré de Russie depuis peu. Et franchement, je n'ai que très hâte de voir tout ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'il y avait un côté très opéra dans le film. Il faut savoir que le monsieur a aussi, c'est le nouveau Mickey, hein, voilà. Il a aussi écrit en opéra, voilà. Peut-être que vous l'avez vu si vous êtes un peu fan des visual opéra au UGC. Je sais qu'il y en a un qui est passé récemment. Moi, j'ai pas le temps de m'y intéresser, mais voilà, vous le saurez. Et en attendant, allez voir La femme de Tchaïkovski, c'est encore dans vos salles de cinéma, et c'est à voir de toute urgence. Et on finit avec un dernier film français, parce qu'on n'a pas vu assez de films français. Film français qui dénote complètement de ce qu'on a vu, et qui pourtant reste dans le domaine du biopic, et qui se nomme À la belle étoile. On va garder le petit. Soit à l'heure et présentable. Hein. Oui, chef. Eh oh, c'est l'entrée de service pour vous. Ah, ok. Quand on a un foyer, il n'y a pas 1000 façons de s'en sortir. C'est plus possible de le garder, ça devient trop grave. Yazid, il a un talent, il est en train de le développer, faut pas tout casser. C'est quoi tout ça? Ils vont me détruire si je reste ici. Enfin, je vous en supplie, laissez-moi y croire, s'il vous plaît. Ça va changer ma vie. Je vais être honnête, celui-là, je pensais pas que j'allais en parler, mais on va quand même un petit peu dire 2-3 mots, parce que j'ai envie de mettre en avant ce film. À la belle étoile, ça raconte l'histoire de Yazid, qui depuis son plus jeune âge n'a qu'une passion, la pâtisserie. Élevé entre famille d'accueil et foyer, le jeune homme s'est forgé un caractère indomptable. Pour réussir dans le monde élitiste de la pâtisserie, Yazid va pourtant devoir dépasser ses traumatismes et changer d'attitude. Déperné à Paris en passant par Monaco, il va travailler chez les plus grands chefs pour devenir le meilleur et tenter de réaliser son rêve en remportant le titre de champion du monde. Alors, À la belle étoile, du coup, vous avez vu passer parce que Riyad Belaïch, l'influenceur de renom, n'est-il pas, joue donc du coup ce fameux Yazid, pâtissier qui a réellement existé, et donc je m'étais pas intéressé parce que moi, quand je vais voir des biopics où je ne connais pas la figure qui est nommée, je préfère ne pas trop m'intéresser pour garder un maximum de surprises et être pris au maximum par le récit. Et À la belle étoile, je l'avais vu parce que j'avais un trou dans mon planning, et vu que j'aime voir des films, je me suis dit bon, allez, donnons-lui une chance, pourquoi pas, tentons. Et ce fut une très belle surprise. Je m'attendais à avoir en fait ce que les bandes annonces me donnaient, à savoir une petite comédie feel good, comme je m'appelais avec les Cyclades par exemple, dont je vous avais parlé, donc j'avais bien aimé. Et en fait, on a eu un film absolument formidable, je pense que c'est le mot, où divertissement, galvanisant et sincère se cohabitent de façon très juste, même s'il y a de vrais trous. Hein, c'est-à-dire que c'est pas un film qui est parfait, loin de là, c'est même un pur film imparfait. Un pur premier film, d'ailleurs, aussi. Ce qui m'a, pour le coup, vraiment étonné, parce que c'est un film qui ne ressemble pas à ce qu'on peut avoir d'un premier film, parce que c'est un film qui, vraiment, va chercher la démesure, va chercher l'ambition. Donc bravo à Sébastien Tullard, mais qui quand même je trouve va beaucoup plus trop jouer sur les clichés, sur les attendus, ce qui fait que le film m'a parfois un petit peu j'étais un petit peu un peu lassé parce qu'il m'a parce que je sentais qu'il y avait trop de c'était un peu déjà vu, disons, voilà. Et je trouve ça dommage, le film aurait peut-être pu s'en émanciper, notamment sur la question du coup alors c'est surtout la première moitié du film. On a ces clichés, ces attendus, notamment sur tout le contexte autour de sa situation presque précaire, et qui moi
je trouve un peu banal en fait pour vraiment m'emporter, malgré des scènes. Et aussi c'est un peu le dommage, c'est que le film n'est jamais réellement viscéral, il y a des scènes assez dures parfois, et j'aurais aimé que le film aille au-delà de l'anecdote en fait, parce que c'est vraiment anecdotique. Mais au-delà de ces qualités techniques aussi qui sont peut-être un peu pas moyennes, mais disons voilà, pareil, je trouve ne font pas ressentir ce côté-là. On a un film vraiment moi que j'ai envie de recommander en fait. C'est quand je suis sorti du film, j'étais galvanisé, parce que c'est un film qui sait très très bien jouer sur le rythme, jouer sur l'appréhension et jouer sur les attentes du spectateur pour proposer des images, des idées et une histoire, moi, qui m'a vraiment impressionné. Beaucoup ont dit que ça faisait très Publint, et en fait, oui, alors il y a 2-3 passages où ça peut être le cas, mais pour moi c'est juste de l'immersion totale dans le récit et dans le personnage, qui n'est pas forcément subtil, très loin de là, mais qui m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup intéressé, même plutôt marqué. Ce qui fait qu'en fait le film juste m'a passionné de bout en bout, et même si en sortant de la salle j'ai été un peu circonspect par 2-3 points, vraiment j'ai été très 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 enfin j'ai pas acclamé le film, hein, mais disons que j'ai vraiment été assez surpris, bien presque impressionné par ce que Sébastien Tullard a pu me raconter, et j'étais content, voilà, vraiment en sortant du film j'étais content, parce que je me suis dit putain on a un vrai bon film français qui sort, qui est à la fois ambitieux et en même temps très fort. C'est cool, c'est très cool, et je suis quand même assez triste que le film n'ait vraiment pas fait de bruit, et même récolté des avis au final assez peu, ouais, enfin en fait c'est très moyen quoi, c'est vraiment, j'ai l'impression que personne ne note le fait que le film arrive vraiment à être dans une certaine mesure un peu le Whiplash français, même si bon c'est pas du tout Whiplash, hein, ça n'a pas les mêmes qualités, hein, loin de là, mais pour autant je trouve que le film a dans ce côté vraiment, parce qu'en plus il y a un petit côté aussi fresque, hein, on va pas se mentir, le film n'hésite pas, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit dans Synopsis, à multiplier les personnages, à multiplier les situations, les intrigues, et surtout à pas être dans une seule tonalité, c'est-à-dire que la bande-annonce donnait vraiment un côté un peu feel good, un peu prout-prout, mais le film est vraiment très fort, très beau, juste. C'est un film qui est très agréable à voir, qui m'a personnellement beaucoup plu sur ce niveau-là, et surtout qui possède un comédien vraiment très très fort, dont j'ai oublié le nom, mais du coup Riyad Belaïch, Riyad Belaïch surtout plutôt, et même pas Riyad. Moi que j'ai beaucoup aimé, qui je trouve était très juste, sans pour autant être dans une démesure, mais qui a participé à rendre ce film très ouais, vraiment agréable pour ma part, et je ne peux que vous conseiller de voir La Belle Étoile s'il est encore disponible, d'amener vos enfants, vos amis, vos confrères, vos patrons, qui sait. Mais en tout cas, franchement, ouais, c'était une très belle surprise que je ne peux que vous conseiller, et qui j'espère saura faire le bonheur de quelques-uns, surtout si vous aimez comme moi la cuisine. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un film qui donne faim, hein. C'est un film qui donne très faim même. Mais bon, voilà, voilà, c'est une manière de conclure quand même sur ce nouvel épisode du podcast qui est techniquement devenu mensuel. Mais si bon, on essaie toujours de vous proposer un épisode toutes les 2 semaines. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on aura pour le prochain épisode? Alors, on aura des films qu'on attendait beaucoup, notamment The Whale d'Darren Aronofsky qui va enfin sortir, Mon Crime de François Ozon, et surtout Scream 6, toujours de Matin Belteni, Holpin et Tyler Gillette. Peut-être un peu de Nocebo Effect ou Dans Plein Feu de Tango Sueños Electricos, car ça a été recommandé par Antoine Goya, et oui. Ou encore Women Talking, qui est partie des favoris des Oscars. On aura aussi 65 de la Terre d'Avant, Crazy Bear, Ourian, le film de Mounir Medour, Emily avec Emma Mackey, ou encore Toute la beauté et le sang versé, le nouveau documentaire de Laura Poitras, Lion d'or à Venise. Et bon, vu que j'ai quand même envie un petit peu de... voilà, bon, ok, on sait jamais si dans combien de temps on pourra vous faire le prochain épisode. On vous parlera probablement aussi de John Wick chapitre 4, Eternal Daughter de Jonah Hogg, qui était passé à la Mostra de Venise, ou encore peut-être des grandes espérances avec Rebecca Marder, ou l'adaptation de Saul aveugle, femme endormie. Voilà, merci à tous de continuer à soutenir ce podcast, merci à tous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, et à bientôt dans la perche sanguine. Continuez de voir des films, car c'est le plus important dans ce monde qui a un peu oublié que l'art, ça nous permettait de sortir de ce monde réel un peu froid, et même de le vaincre, qui sait. En tout cas, je vous laisserai faire votre propre opinion sur les films dont on vous a parlé. N'oubliez pas d'aller les voir, ne pas vous soustraire à ce qu'on a dit, c'est très important.
et de soutenir le plus possible nos auteurs français qui le méritent bien. En tout cas, à bientôt sur la perche sanguine. Nous, on est toujours à votre disposition sur YouTube, Instagram, Discord, ce que vous voulez. Bref, je ne sais plus comment finir. J'ai trop envie de rester avec vous. Voilà. Au revoir, à bientôt. Bye bye.